Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Maëva. Bonjour Merci Elodie. beaucoup. Bonjour, merci pour votre présence à ce nouveau webinaire organisé par le laboratoire Lorica. Aujourd'hui, grâce à Maëva Men, nous allons développer le sujet de la peau, miroir de l'organisme. Donc, Maëva, donc, tu es naturopathe, conférencière, formatrice. Voilà, et donc grâce à toi, on va découvrir ce sujet qui paraît simple au départ, mais finalement, quand on creuse, on découvre beaucoup, beaucoup de liens entre la peau et les intestins, la peau et le cerveau. On va également découvrir l'étiologie de certaines pathologies qu'on ne soupçonnait pas, de certaines pathologies de la peau, le lien également avec les différentes phyla, les différentes bactéries. C'est vraiment passionnant et vous allez voir, c'est vraiment un sujet qui a été vraiment, vraiment développé par Maëva et qui va nous apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà, merci pour ta présence, Maëva. Merci Elodie pour ce petit mot. En tout cas, voilà, je suis ravie de vous présenter ça. Alors, je vais rendre la parole à Elodie tout de suite. Je voulais juste vous souhaiter la bienvenue et vous saluer et vous partager mon plaisir de vous apporter cette synthèse des dernières études qui ont été réalisées, puisque vous allez le voir, ce sont des études très récentes. Et voilà, on va en reparler tout à l'heure. Mm. Ça va être passionnant. Alors, donc, voilà, ce webinaire va durer à peu près 1 heure, hein. Vous pouvez compter à peu près, voilà, jusqu'à, enfin, 1 heure, pardon, entre 1 heure et 1 heure et demie, entre donc 14 h et 14 h 30, excusez-moi, pour la fin du webinaire. Vous pouvez tout à fait poser vos questions, comme d'habitude, en cours de webinaire. Maëva prendra du temps pour pouvoir répondre à vos questions, un bon quart d'heure pour répondre à vos questions. Si on n'a pas répondu à tout, on y répondra quoi qu'il en soit dans un deuxième temps par email ou par téléphone si besoin. Voilà, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Vous aurez la réponse quoi qu'il en soit. Alors, très succinctement, le laboratoire Lorica, qui nous sommes pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes un laboratoire de micronutrition français qui a été créé il y a 30 ans par Henri de Roissard. Henri de Roissard, donc notre fondateur, qui est ingénieur en biochimie et en microbiologie, qui a passé une grande partie de sa vie professionnelle dans l'étude des bactéries lactiques et qui a été éditeur des actes de 3 congrès scientifiques. Donc, il a créé le laboratoire en 1992, en commençant d'abord par des symbiotiques avec une action donc très globale, et puis ensuite, il a développé donc toute une gamme de micronutrition. Alors, les valeurs du laboratoire, vous allez retrouver des nutriments qui vont permettre une biodisponibilité optimale sous forme bisglycinate, citrate, glycérophosphate par exemple. Et donc, on va vraiment rechercher, s'atteler à trouver des ingrédients avec une qualité optimale. Vous aurez donc des principes actifs qui sont apportés dans des doses assez importantes et de nombreux cofacteurs apportés dans des doses physiologiques et qui vont permettre d'intervenir en tant que cofacteurs enzymatiques et biochimiques. Et donc, ces complexes vont permettre une rééducation donc physiologique de l'ensemble de l'organisme grâce à des réactions en cascade. Le laboratoire Lorica a de nombreux engagements en qualité que je vais vous montrer juste après. Nous sommes donc adhérents au syndicat des professionnels de la naturopathie. J'en profite pour vous dire que nous allons participer au prochain congrès organisé par le syndicat des pros de la naturopathie en Avignon du 14 au 16 avril, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et nous sommes également adhérents à Synadiète, donc le syndicat des compléments alimentaires de France. Nous avons de nombreux certificats de qualité pour nos oméga 3 ainsi que pour notre ubiquinol et pour nos alkylglycérols. Voilà pour l'ensemble des engagements qualité de l'ORICA. On a vraiment un souhait d'apporter des nutriments, des compléments alimentaires les plus purs possibles, qui sont donc sans nanoparticules, sans métaux lourds, sans excipients controversés, sans OGM, etc. Et donc, nous avons obtenu le Clean Label, qui est un label qui garantit qu'on va toujours rechercher les formes les plus naturelles, les procédés les plus naturels pour apporter des compléments alimentaires qui soient uniquement dans une action positive et non délétère. Voilà pour l'ensemble de la gamme Lorica. Et vous allez voir que voilà, Maëva va piocher un petit peu dans tout ça parce que finalement, eh bien, la peau, c'est vraiment le miroir de l'organisme et le miroir de beaucoup d'autres systèmes. Voilà. Et donc, Maëva, j'arrête mon partage, je te laisse partager. On va t'écouter avec beaucoup d'attention, beaucoup de plaisir. Et puis voilà, moi, je vais couper ma caméra et mon micro et puis je reviens à la fin pour les questions. Ok, super, merci Elodie. Est-ce que le partage est Oui, bon? très bien. Super, bon, on va pouvoir attaquer
Alors, je dis vraiment attaquer parce qu'effectivement, là, on est sur un gros chapitre, puisqu'on va parler de la peau. Et comme Élodie l'a déjà introduit, la peau reflète vraiment beaucoup de choses dans l'organisme. Donc, on va parler de plusieurs systèmes. Au menu ce midi, enfin, un petit peu passé, mais voilà, on va quand même devoir passer par quelques petits rappels d'anatomie et de physiologie. Et on va surtout axer la réflexion autour de 2 axes principaux, donc l'axe intestin-peau et l'axe cerveau-peau, ou la répercussion du stress sur la peau. Et puis, on va faire un zoom un petit peu plus précis sur le psoriasis et l'acné, qui sont finalement des troubles que personnellement je retrouve beaucoup en cabinet. Donc j'ai tendance à penser que ça peut être pareil ailleurs. Et j'ai voulu vous partager justement tous les accompagnements qu'on peut mettre en place pour améliorer le terrain de ces personnes. Alors, un petit mot d'introduction, il faut savoir que d'après une étude qui est très récente, hein, de la Société française de dermatologie, 1 personne sur 3 en France souffre d'une maladie de la peau. Les femmes seraient un petit peu plus touchées que les hommes, puisqu'on aurait 33% de femmes contre 28% d'hommes. Et le problème, en règle générale, c'est que les causes et les conséquences de ces troubles cutanés sont souvent sous-estimées. Alors, les conséquences, parce que les troubles cutanés vont avoir des répercussions sur la qualité de vie, sur le bien-être social, relationnel, sur la confiance en soi, l'estime de soi. Et finalement, c'est quelque chose qu'on peut avoir du mal à prendre en compte. Et puis les causes aussi, parce qu'elles sont mal connues. Alors, on va en voir pas mal aujourd'hui. Et très souvent, dans le soin et l'application de traitements, eh bien, c'est plutôt une vision symptomatique qui prime. Et c'est vrai qu'en naturopathie, on a plutôt tendance à rechercher la cause. D'autant plus qu'il est, à mon sens, vraiment important de pouvoir accompagner les personnes qui souffrent de problèmes de peau, parce qu'il y a souvent aussi une détresse derrière. Et le problème de peau va traduire un mal-être à la fois psychologique ou psycho-émotionnel, mais aussi physiologique, qui va être important de considérer quand on souhaite optimiser la santé et le bien-être en général. Alors, on va partir à la découverte de cet organe incroyable qui est la peau et qui n'a pas assez de place dans notre esprit, je pense. C'est vraiment un organe fascinant, en fait. Bon, déjà, c'est l'organe le plus lourd de l'organisme. Donc, la peau pèse 4 kilos environ. Évidemment, ça varie en fonction de la morphologie des individus. Vous pouvez voir un petit peu partout qu'elle s'étale sur une surface de 2 mètres carrés environ, mais pourtant, quand on la développe avec toutes ces annexes, finalement, comme on le fait par exemple avec l'intestin et les villosités, on va arriver à 25 mètres carrés. Donc déjà, on potentialise vraiment la surface de la peau. Et puis, son épaisseur aussi va varier en fonction des zones qu'elle recouvre. Alors, évidemment, on n'aura pas la même épaisseur, par exemple, au niveau de la paupière ou au niveau du talon. Et donc, notre peau, elle est constituée de 3 couches. On va avoir l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Je pourrais sortir mon petit pointeur, donc l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Et puis, on va avoir des annexes aussi, donc notamment le poil, les glandes sébacées qui sont annexées, et puis les glandes sudoripares aussi. Alors, l'épiderme. Donc, l'épiderme, il est constitué de plusieurs couches et de plusieurs sortes de cellules qui forment une couverture solide. Parce qu'en fait, ces cellules sont reliées entre elles par des desmosomes qui sont donc reliés par des filaments de kératine. Alors, ce sont les petits points noirs là qu'on voit ici qui sont schématisés au niveau des cellules. Et on retrouve même parfois des jonctions serrées pour justement restreindre les mouvements de l'eau entre les cellules. Donc, c'est une structure qui est similaire à celle de l'intestin. Cette kératine, elle est produite par les cellules les plus nombreuses au niveau de l'épiderme, qui sont les kératinocytes. On en compte environ 80%. Alors, c'est un tissu qui n'est pas vascularisé et en fait, les cellules vont se nourrir par diffusion, vraiment à partir des réseaux vasculaires donc du derme. Et les cellules jeunes, qui se trouvent au niveau de la couche basale, vont remonter à la surface. Elles vont être comme, finalement, les cellules les plus anciennes vont être comme repoussées vers la sortie, jusqu'à finalement se détacher sous forme de squame, ce qui fait que notre épiderme va se renouveler entièrement tous les 21 à 28 jours. Et donc, cette couche cornée-là est formée des kératinocytes qui sont morts au final.
Dans le psoriasis, on va le voir, ce temps de renouvellement est raccourci. Au lieu d'être entre 21 et 28 jours, il se refait tous les 5 jours, ce qui fait qu'on fabrique beaucoup de squames. Et en règle générale, dans notre vie, on estime qu'on perd environ 18 kilos de ces pellicules. Donc, c'est quand même aussi un renouvellement qui est important. Et donc, quand le kératinocyte meurt, il ne reste plus qu'une enveloppe qui est remplie de kératine, et ce qui va rendre notre peau presque imperméable. C'est ce qui va lui permettre aussi de nous protéger des fuites d'eau, des fuites de protéines. Et le problème, par exemple, quand on est brûlé, gravement brûlé, c'est que justement, cette couche est agressée et mise à mal, elle est même détruite, et ce qui fait qu'on va avoir une déshydratation importante avec aussi une fuite de protéines. Donc, cette couche, elle rend aussi la peau résistante à un pH supérieur à 5, puisque finalement, le film aussi au niveau de la peau est situé entre 5,4 et 5,9. Et puis, elle la rend aussi résistante aux enzymes bactériennes, aux toxines, etc. Et dans les profondeurs de l'épiderme, on trouve aussi d'autres types de cellules, les mélanocytes, qui vont sécréter la mélanine. Alors, en fait, c'est le type et la quantité de mélanine qui va déterminer notre couleur de peau. Une personne blanche ou une personne noire a exactement le même nombre de mélanocytes, mais ces cellules ne vont pas produire exactement la même quantité de mélanine ni la même teinte non plus. Donc, la couleur de peau, elle va être déterminée par la génétique, évidemment, mais aussi par l'exposition aux rayons UV du soleil, puisque la peau va se protéger en bronzant. En fait, les kératinocytes, ils vont prendre les pigments de mélanine et puis ils vont les placer devant le noyau qui est sur le côté qui est face au soleil, comme si voilà, ils faisaient un petit peu des petits parasols pour protéger le noyau des modifications nucléaires et d'ADN qui peuvent être produites par l'exposition au soleil. Et justement, l'exposition excessive au soleil, et notamment dans l'enfance, c'est la principale cause des cancers de la peau. Donc vraiment attention à la mode du bronzage, surtout quand cette exposition a eu lieu dans l'enfance. Et donc, notre épiderme, il est aussi recouvert d'un film hydrolipidique qui est un mélange de sueur et de sébum où vont venir proliférer de nombreuses espèces microbiennes. Donc, ce sont ces bactéries aussi qui sont responsables de notre odeur. Et comme vous le savez déjà, l'odeur de chacun est unique puisque notre unité microbiotique, notre identité à ce niveau est unique aussi. Mais bon, enfin bref, le microbiote cutané est beaucoup plus que ça, on va le voir aussi. Pour moi, c'est important quand même là, de revoir un petit peu ça, même si ce sont sans doute des notions que vous connaissez, mais pour être sûr de ne perdre personne en route, parce qu'après, ça va se corser quand même un petit peu aussi. Alors, le derme. Donc, le derme, c'est la couche qui est située en dessous de l'épiderme et qui va être très bien séparée de cette couche-là par une couche basale qu'on appelle aussi la papille du derme et qui forme d'ailleurs les empreintes digitales. Cette couche basale au niveau des doigts va être plus contrastée au niveau du relief et c'est ce qui va former donc les empreintes digitales. Donc le derme, eh bien, c'est une couche qui est très épaisse, qui est faite de tissus conjonctifs, où vont donc s'entremêler des fibres de collagène qui vont lui conférer sa solidité et des fibres d'élastine qui vont lui donner son élasticité. Les fibres de collagène, elles vont avoir la capacité de fixer l'eau pour maintenir la peau bien hydratée. Et donc, le derme, il contient tout un tas de choses, dont des vaisseaux lymphatiques, des vaisseaux sanguins, évidemment, des récepteurs sensoriels, des fibres nerveuses, des cellules immunitaires, les glandes qu'on a vues tout à l'heure, hein, les glandes sudoripares, les glandes sébacées, et puis le follicule pileux. Alors, les glandes sudoripares, un petit mot aussi sur ces glandes qui sont très importantes pour nous en naturopathie, parce qu'en fait, ce sont de véritables petits néphrons. Pour rappel, le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein. Au niveau de la peau, on en compte plus de 2 millions, donc c'est énorme, et qui vont, elles aussi, filtrer le sang. Elles sont entourées de fibres nerveuses qui proviennent du système neurovégétatif et qui vont réguler directement la production de sueur. Donc en naturopathie, c'est un émonctoire, c'est une glande qu'on stimule par la sudation, évidemment, pour justement aider à la filtration du sang. Et d'ailleurs, alors il y a eu des études qui ont été faites, bon, mêlant de pauvres bêtes, mais les résultats de ces études ont montré que quand on bouche les pores des glandes sudoripares, on provoque ou on aggrave les insuffisances rénales. Donc c'est vraiment une glande qui est importante dans la gestion des déchets qu'on retrouve dans le sang.
Les glandes sébacées vont, elles, produire du sébum. Alors, elles ne sont pas reliées au système nerveux autonome, mais elles sont plutôt reliées au système hormonal et elles vont être très réceptives aux hormones sexuelles. Le sébum, on va le voir tout à l'heure, mais juste un petit mot déjà pour, on va dire pour le côté pédagogique. Le sébum, il est constitué de lipides et de débris cellulaires. Il va adoucir la peau, l'assouplir, lubrifier le poil aussi, et il participe à la première ligne de défense antimicrobienne. Donc la glande sébacée, elle est associée au poil, au niveau du follicule pilosébacé. Et par exemple, le problème de l'épilation, c'est qu'on vient arracher le poil, ça peut venir coaguler la matrice, ça peut aussi venir arracher la glande qui est située au niveau de ce follicule de pilosébacé, pardon, et ce qui fait que la peau peut devenir très sèche au cours des épilations répétées. Ça peut être un problème chez les femmes notamment. Hop, je suis partie un petit peu vite, je crois. Il me restait une petite chose à dire. La petite chose à dire, c'était pour l'hypoderme. Je me suis dit, oui, je pourrais vous mettre un petit mot. Alors, l'hypoderme, il ne fait pas à proprement parler partie de la peau. C'est un tissu sous-cutané qu'on appelle aussi les fascias, qui a pour rôle d'emmagasiner les graisses et puis d'envelopper parfaitement les muscles et les organes en épousant très bien leur forme. Donc, c'est un tissu protecteur du froid, des chocs, etc. Et c'est aussi une réserve de graisse importante qui va permettre, notamment pour les femmes, de transformer en partie les hormones féminines, qui peut être d'ailleurs un allié de taille lors de la ménopause. Bon, ça, on parlera peut-être lors d'un prochain webinaire. Alors, les différents rôles de la peau, il y en a plusieurs. Évidemment, la peau a un rôle, dis donc, aujourd'hui, ça va être compliqué, un rôle de barrière et de protection. Donc, au niveau physique, alors on en a déjà un petit peu parlé avec les desmosomes. Au niveau barrière hydrique, puisqu'il faut empêcher l'eau de rentrer, sinon on gonflerait en restant dans un bain, mais il faut aussi empêcher l'eau de sortir, sinon on se déshydrate. Et d'ailleurs, c'est une physiologie qui est assez complexe, et dans l'eczéma, on va avoir un déséquilibre à ce niveau, ce qui va rendre la peau plus perméable avec des problèmes de déshydratation notamment. Elle a aussi un rôle photoprotecteur grâce à la couche cornée et aussi à la mélanogénèse, dont on a dit un petit mot tout à l'heure, et puis un rôle antimicrobien, puisque la peau a une acidité qui va créer un environnement inhospitalier pour les pathogènes, qui va inhiber la croissance bactérienne. Les kératinocytes eux-mêmes vont sécréter des médiateurs chimiques, et notamment l'interleukine 1, qui est produite normalement, entre guillemets, par les macrophages, ou en tout cas en plus grande quantité, a priori, par les macrophages, et qui va agir localement sur la maturation des lymphocytes T de la peau. Et puis, on peut aussi compter sur l'activité du système immunitaire au niveau de la peau. Et dans ce système immunitaire, on va retrouver notamment les cellules de Langerhans. Donc, ce sont des cellules présentatrices d'antigènes qui proviennent à la base de la moelle osseuse, qui vont migrer jusqu'au niveau de la peau et qui vont, au contact des différents agents pathogènes, présenter des antigènes aux lymphocytes T auxiliaires pour qu'il y ait une réaction immunitaire. Alors, il existe un autre type de cellule qui est encore mal connu, qui présente aussi les antigènes aux lymphocytes T. Aux lymphocytes T suppresseurs, cette fois, ce sont les cellules de Grandstein. Et bon, on connaît encore peu de choses dessus, mais des études là commencent à sortir. Alors, vous verrez, à la fin, je vous ai mis tout un tas d'études. Vous pourrez aussi aller rechercher dans toute cette mine d'or, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infos. Et là, voilà, on commence à en savoir un petit peu plus sur ces cellules, mais pas suffisamment pour en faire tout un exposé aujourd'hui. Et donc, pour la protection immunitaire, on va aussi pouvoir compter sur des messagers chimiques divers et variés, des peptides et des lipides antimicrobiens, etc. Et un petit mot aussi sur l'activité antivirale, parce qu'il faut savoir qu'un virus ne va pouvoir entrer dans une cellule que si elle est vivante. Et comme la couche cornée est constituée de cellules mortes, eh bien, la peau nous protège aussi naturellement contre les virus, puisqu'ils ne peuvent pas, à ce moment-là, pénétrer dans la peau, sauf en cas de lésion, bien évidemment, ou en cas de peau plus perméable, comme dans l'eczéma, par exemple. Alors,
ce n'est pas que ça, encore une fois, la peau, hein, on ne doit pas oublier qu'on descend tous d'êtres unicellulaires, chez qui la membrane assure toutes les fonctions. Donc, on va pouvoir retrouver, nous aussi, dans notre peau, finalement, des traces de toute cette activité, que ce soit la protection, la respiration, l'absorption, l'élimination, la régulation thermique, les réceptions des informations maintenant qu'on peut appeler réception nerveuse, par exemple, et aussi des fonctions de pompage et de réflexe qui ont été beaucoup décrites par Marchesso en naturopathie. C'est aussi un organe neurohormonal, puisqu'en plus de synthétiser la vitamine D, la peau va aussi sécréter des endorphines. Et c'est par leur intermédiaire, d'ailleurs, que le toucher ou le massage peut nous apporter un sentiment de bien-être et nous régénérer en profondeur. La peau, c'est aussi un organe qui est sensible à l'alternance du jour et de la nuit et qui sécrète également de la mélatonine. Donc, c'est pour ça, par exemple, qu'on nous recommande, pour éviter les jet lag, de s'exposer aussi au soleil pour donner cette information à la peau. En tout cas, quand c'est possible, évidemment. Alors, là, on va rentrer dans les choses sérieuses, hein. La peau et l'intestin. Des caractéristiques communes. Alors, déjà, pour refaire un petit rappel que vous connaissez sans doute, on a 10 puissance 13 cellules dans notre organisme. On estime qu'on a environ 10 puissance 14 micro-organismes dans l'intestin. Et on aurait 10 puissance 12 micro-organismes qui constituent notre microbiote cutané. Non, si on est vraiment plus bactérien qu'humain, si on avait encore un doute. Donc, tout comme le microbiote intestinal, notre microbiote cutané évolue à travers les âges. Il va varier aussi en fonction des zones de la peau, donc les zones plutôt séboréiques, les zones humides ou bien les zones sèches. Et si vous avez une étude à lire à ce sujet, eh bien c'est celle que je vous ai mise en lien. Elle est extraordinaire et elle est extrêmement récente aussi puisqu'elle date de l'année dernière. Donc, il y a vraiment beaucoup d'infos. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui, finalement, a été mis en lumière par la science assez récemment, hein, et vous verrez que la majorité des études dont je vous fais part, oui, datent de 3-4 ans maximum, quoi. Et puis, si jamais vous voulez plus d'infos aussi sur le microbiote intestinal, sachez qu'il y a eu un webcast de réalisé aussi grâce à Lorica à ce sujet. Donc, vous pourrez demander à Elodie ou retrouver ça voilà, dans les documents de Lorica. Alors, un autre point commun, donc les jonctions. La surface de l'intestin et de la peau, elles sont recouvertes de cellules qui sont directement en contact avec le monde extérieur. Elles agissent en première ligne de défense pour prévenir l'entrée des micro-organismes ou des toxines ou tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, elles sont reliées entre elles par des desmosomes et des jonctions serrées. Vous pouvez le voir hein, dans le schéma, il y a vraiment une proximité finalement anatomique. Et quand on parle de proximité anatomique, très souvent, on parle de proximité physiologique aussi. La communication. Alors, la peau et l'intestin, ce sont des organes qui communiquent beaucoup, un peu comme moi, qui parlent, ils n'arrêtent pas. Ils communiquent beaucoup avec l'organisme parce qu'ils sont aussi richement innervés et vascularisés. La peau, c'est un organe qui est extrêmement sensitif, qui est très complexe. Sur chaque centimètre de peau, donc on pourrait dire que c'est l'équivalent de la pulpe d'un doigt, à peu près centimètre carré, hein, je parle de peau. On va avoir 500 000 cellules environ qui vont se renouveler sans cesse. On compte environ 70 cm de vaisseaux sanguins mis bout à bout, 55 cm de fibres nerveuses. On compte environ 230 récepteurs sensoriels, des glandes sudoripares, une centaine à peu près, et une quinzaine de glandes sébacées. Donc, c'est vraiment un organe qui joue avec beaucoup d'informations. Comme l'intestin d'ailleurs, hein, qui est richement vascularisé et innervé. C'est pour ça que je les ai mis en parallèle. Et puis, bon, tous les deux ont aussi une fonction hormonale et immunitaire très importante. On va en reparler un petit peu plus en détail. Donc, pour notre axe intestin-peau, alors c'est vrai qu'on en parle quand même depuis longtemps en naturopathie, à travers son rôle démonctoire, par exemple, et puis à travers la dérivation émoctorielle aussi. Mais comme je vous le disais, hein, au niveau scientifique, c'est quand même étudié depuis un petit peu moins de 10 ans, même si bon, il y a eu des balbutiements quand même avant. Et en fait, on a commencé à montrer des changements du microbiote intestinal chez des personnes qui avaient des maladies de peau. Et
En effet, cette relation-là, elle peut exister grâce à une communication qui est très forte entre le microbiote intestinal et la peau. Ça va se passer par l'intermédiaire du système nerveux, du système endocrinien, du système immunitaire, et puis évidemment des facteurs métaboliques et environnementaux. Alors, dans ce schéma, donc, on va voir à gauche, je reprends mon petit truc là, on voit à gauche un intestin sain et une peau d'apparence normale. Au milieu, là, par contre, on va se retrouver avec une dysbiose intestinale et une diminution de la production d'acides gras à courte chaîne. On va avoir une flore déséquilibrée qui produit ici des métabolites qui vont passer dans le sang, avec aussi des endotoxines. Et on se retrouve du coup avec une hyperperméabilité intestinale et une inflammation de bas grade, avec du coup des cytokines pro-inflammatoires qui vont circuler et qui vont provoquer des problèmes au niveau de la peau, en tout cas sur les terrains prédisposés. Et chez les patients dont le sang contient de l'ADN bactérien, on a retrouvé des niveaux significativement plus élevés de tous les marqueurs de réponse inflammatoire systémique, donc l'interleukine 1, bêta, l'interleukine 6, l'interleukine 12, le TNF-alpha, les interférons gamma, etc. Donc, c'est intéressant de voir effectivement que ce parallèle a aussi été mesuré. Donc, la dysbiose intestinale va participer à la dysbiose cutanée en rendant la barrière intestinale plus perméable. Donc, une des pistes qu'on a énoncées ici, c'est l'utilisation de probiotiques qui va permettre de rééquilibrer justement cette vie intestinale, entre guillemets, et par voie de conséquence, de rétablir le microbiote cutané ainsi que la qualité de la peau. Alors, cette illustration, elle représente les mécanismes sous-jacents de l'interaction intestin-peau. Donc, on voit un petit peu ce qui se passe. Alors, le microbiote, il peut être altéré par les éléments qu'on connaît déjà. On ne va pas rentrer dans le détail, mais tout ce qui est en lien avec le mode de vie, le manque de mastication, la prise de certains médicaments comme les IPP, les antibiotiques, etc., le stress qui va avoir un impact sur le microbiote. Et donc, cette dysbiose, elle va venir diminuer la couche de mucus intestinal, elle va entraîner le passage de microbes ou de divers débris, de protéines, d'endotoxines à travers la barrière intestinale. Elle va aussi avoir un effet sur les neurotransmetteurs dans l'axe intestin-cerveau. Celui-là, on le connaît un petit peu mieux. Mais il y a aussi effectivement cet effet-là qui est à prendre en compte. Et puis, elle va aussi avoir des effets sur l'immunité, puisque l'hyperréactivité des cellules B et la différenciation des cellules T va être plus importante. Et donc, tous ces produits toxiques, les endotoxines, etc., vont traverser le système circulatoire et transformer l'état de la peau, qui est ici saine, en peau dysbiotique. Voilà, on pourrait dire un état dysbiotique de la peau. Et la peau saine, elle va avoir un microbiote qui est équilibré, elle va avoir une fonctionnalité normale, elle possède une quantité appropriée de peptides antimicrobiens, alors que de l'autre côté, eh bien, l'affection de la peau, elle va être induite par cette dysbiose et un mauvais fonctionnement de l'immunité. Et on va y retrouver aussi de trop faibles quantités de peptides antimicrobiens. Alors, au-delà de ça, le microbiote intestinal influence aussi la composition donc, du microbiote cutané. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de voir. Et ça va s'expliquer aussi en partie par la synthèse des acides gras à courte chaîne, donc l'acétate, le propionate, le butyrate, qui vont modifier la prédominance de certains micro-organismes ou de certains profils microbiens au niveau de la peau. Donc, les acides gras à courte chaîne, ils peuvent exercer des effets anti-inflammatoires locaux, mais aussi distants, et notamment au niveau cutané. Et à l'inverse, on va avoir d'autres métabolites qui vont participer à la boucle inflammatoire, à l'apparition des pathologies cutanées. Donc, les bactéries filamenteuses, par exemple, elles vont favoriser l'accumulation des cellules pro-inflammatoires dans les voies TH1 et TH17. Alors, TH1, on est sur une immunité qui est bien boostée. TH10, on est plus sur l'inflammation. TH17, on est sur l'inflammation plus aussi. C'est la voie de l'auto-immunité.
Donc, on a fait aussi une corrélation entre l'eczéma chez l'enfant et la dysbiose intestinale. Et donc, quand la barrière intestinale est lésée, on va avoir une pénétration d'antigènes alimentaires qui va être majorée, des toxines bactériennes, des pathogènes aussi. Et on peut avoir, par exemple, certaines bactéries intestinales, donc notamment de la famille des Clostridium difficile, qui peuvent produire des phénols libres et le pécrésol, qu'on a vu juste avant, qui vont venir déséquilibrer la barrière cutanée et qui vont même réduire la production de kératine, quand même. Et puis, alors, on va aussi avoir ce déficit en vitamine D qui est souvent associé aux maladies de peau, à l'auto-immunité, et il a été démontré clairement qu'elle est associée à l'eczéma et au psoriasis. Et donc, la vitamine D, c'est aussi un nutriment qui peut être régulé par l'intermédiaire du microbiote intestinal. Donc, c'est intéressant de pouvoir faire tous ces liens. Alors ici, vous retrouvez un tableau qui montre comment le microbiote intestinal va jouer un rôle sur le microbiote cutané en fonction des molécules synthétisées par ces bactéries. Les pathologies cutanées associées à une dysbiose. Alors, gros morceau. On sait maintenant qu'une dysbiose de la peau et de l'intestin va être associée à une altération de la réponse immunitaire, va promouvoir les maladies de la peau telles que les dermatites atopiques, le psoriasis, l'acné, même les pellicules parfois, et même éventuellement les cancers de la peau. Et en fait, ça a pu être mis en évidence parce qu'on s'est rendu compte que souvent, quand il y avait des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, il y avait un psoriasis ou des ulcères cutanés qui étaient associés. On s'est rendu compte aussi que la maladie cœliaque souvent est associée aux dermatites ou au psoriasis, et que la rosacée, par exemple, est associée à une dysbiose, voire à une infection à Helicobacter pylori. Et dans ce cas-là, la bactérie pourrait avoir des effets pro-inflammatoires par le biais de peptides qui va provoquer la rosacée. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Là, on va peut-être juste parler justement de l'acné et du psoriasis parce que ça va être notre Zoom d'aujourd'hui, mais je vous laisserai découvrir le reste après, parce qu'évidemment, vous aurez accès au replay et à tout ce PowerPoint, donc vous pourrez le potasser tranquillement. Donc, au niveau de l'acné, on va avoir une perte de l'équilibre entre les différents phylotypes de Cutibacterium acnes, avec notamment la prédominance d'un phylotype qui est le phylotype IA1, qui est le plus virulent et qui va induire une inflammation en activant l'immunité innée. On va avoir aussi une perte de l'équilibre entre Cutibacterium acnes et Staphylococcus epidermis, en sachant que normalement, ils se maintiennent l'un l'autre dans des proportions équilibrées et que Staphylococcus epidermis a une action plutôt anti-inflammatoire. Et puis, on va avoir certaines espèces fongiques aussi qui vont saisir l'opportunité. C'est pour ça qu'on les appelle des espèces opportunistes et qui peuvent jouer un rôle pro-inflammatoire secondaire. Par exemple, les folliculites, donc au niveau de l'appareil pilosébacé. Et là, on peut retrouver le Malassezia et peut-être même du Candida. Et puis, bien sûr, l'alimentation va jouer un rôle sur l'apparition et la sévérité de l'acné grâce à l'interaction avec le microbiote intestinal. Par rapport au psoriasis, donc on a une altération de la composition du microbiote cutané, une perte de diversité qui va affecter non seulement les lésions, mais aussi l'ensemble du microbiote cutané. On va avoir une prédominance du staphylocoque doré qui participe à l'inflammation en augmentant la réponse des lymphocytes Th17 et en libérant aussi des cytokines pro-inflammatoires. Et puis le psoriasis qui est très très souvent associé de manière visible à une dysbiose intestinale. Donc pour l'eczéma et le reste, parce qu'il y en a aussi ici, la rosacée, la dermite, le cancer, etc., le cancer cutané, je vous laisserai regarder ça en sachant que vous pouvez aussi retrouver toutes les infos sur ce site Biocodex qui m'a beaucoup servi, beaucoup inspiré d'ailleurs pour la création de ce webinaire. Il y a beaucoup d'études qui y sont regroupées et d'articles qui sont très intéressants pour mieux comprendre tous ces phénomènes. Alors, plusieurs études aussi ont mis en avant le lien entre la consommation de gluten et les troubles de la peau. Et c'est venu du fait que souvent, eh bien, dans les maladies cœliaques, comme on l'a vu, il y a aussi une apparition de troubles cutanés. Et effectivement, les maladies comme l'eczéma, le psoriasis ou même le vitiligo, qui sont des maladies auto-inflammatoires et auto-immunes, eh bien, on va retrouver le conseil qu'on donne presque systématiquement dans ce type de maladie, à savoir supprimer les sources de gluten, voire même de produits laitiers aussi. Alors, on va passer à un autre axe, l'axe cerveau-peau.
J'espère que c'est clair l'axe intestin-peau déjà. On va rajouter une petite composante, donc avec le stress, le cerveau. Déjà pour le lien entre ces deux organes, j'ai trouvé intéressant de rappeler que la peau se construit au même moment que notre système nerveux dans notre vie embryonnaire et tous les deux sont issus des mêmes cellules souches, à savoir l'ectoderme. Ça ne veut plus passer. Oh, bah alors, ça y est. Donc, la peau, c'est un organe qui est richement innervé. On en a parlé avec tous ces récepteurs sensoriels. Alors, je vous ai dit 230 en règle générale, mais au niveau de la pulpe des doigts, par exemple, ou même au niveau des lèvres, ça peut monter jusqu'à 2500 par centimètre carré. Donc, c'est vraiment très richement innervé. Et l'ensemble de la peau contient plus de 800 000 terminaisons nerveuses. Et on a même, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a absolument fascinée, on a même découvert il y a peu que la peau est capable de calcul parce qu'elle ressent la géométrie et elle va faire des calculs en lien avec ses ressentis. Et ces calculs-là vont se produire avant d'arriver au cerveau. C'est un petit peu le même type que l'arc réflexe en fait, où on va avoir finalement une information qui va être générée avant d'arriver au cerveau. Alors, bien évidemment, la peau, elle envoie sans cesse des informations à notre cerveau, elle en reçoit dans le même temps, parce que notre système nerveux central va moduler toutes les fonctions de la peau, ou en tout cas beaucoup, parce qu'on a vu que parfois les glandes sébacées étaient aussi régulées par les hormones. Mais on va avoir les sécrétions de ces glandes, et notamment des glandes sudoripares, la réponse immunitaire, la régulation de la température, etc. Donc la peau, elle possède tous les récepteurs et aussi tous les équipements enzymatiques qui vont permettre de sécréter ces hormones et ces neurotransmetteurs jusqu'au système nerveux central. Finalement, ça va se répercuter dans tout l'organisme. Et par exemple, alors on va le voir un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais les kératinocytes et les mélanocytes produisent de la corticolibérine, donc la CRH, de la CTH, donc la corticotrophine, et même du cortisol. Mais ça, on va y revenir. Donc, la peau, elle a vraiment un lien étroit avec notre système nerveux, avec notre état relationnel et psychologique. De fait, Deepak Chopra s'exprime à ce sujet en disant « Lorsque vous dites « je me sens bien dans ma peau », vous ne parlez pas de métaphore, mais littéralement, car votre peau produit les mêmes substances chimiques que votre esprit quand il pense. » C'est fantastique. Alors ici, je vous ai mis une petite vidéo, si ça pouvait... Oh, bah dis donc, aujourd'hui, c'est bien difficile. Donc, je vous ai mis une petite vidéo que je trouve absolument extraordinaire. Il ne s'agit pas de neurones, ce sont des chercheurs qui ont observé une activité électrique, pas donc au niveau des neurones, mais au niveau des mélanocytes et des kératinocytes. Donc, il y a une activité électrique qu'on pensait réservée aux neurones et en fait que les autres cellules de la peau ont. Donc, ça veut dire vraiment que c'est un organe qui est beaucoup plus complexe que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et puis maintenant, il ne veut plus me passer à autre chose que la vidéo. Oh là 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 là. Bon. Alors, pourquoi le stress a une répercussion aussi importante sur la peau? Alors déjà, quand on se stresse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on sécrète plus de cortisol, on sécrète plus d'adrénaline, de noradrénaline, et en parallèle, notre DHEA diminue. C'est ce qui va aussi favoriser l'activation de la voie TH2 ou les dérégulations, en tout cas, à ce niveau, même avec TH1 et TH17. Et puis, en parallèle, on va avoir une cascade aussi donc liée à l'élévation de la CRH qui va conduire à la libération du TNF-alpha et des cytokines pro-inflammatoires. Et en particulier, l'interleukine 33 qui va avoir un impact majeur parce qu'il déclenche une augmentation de certains éléments. Ces éléments, ce sont des facteurs de croissance nerveuse, la neurotensine et la substance P. Alors, les facteurs de croissance nerveuse, c'est-à-dire ça va favoriser justement l'émergence de nouveaux tissus. La neurotensine, elle va produire la libération d'histamine en agissant sur les mastocytes. Et puis la substance P qui va agir sur les mécanismes de nociception, c'est-à-dire de perception de la douleur, de réception de la douleur. Elle va activer à la fois les kératinocytes et les mastocytes et provoquer la libération d'un autre élément qui s'appelle le VEGF, c'est le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On va avoir un mécanisme d'angiogénèse, c'est-à-dire que ça va créer de nouveaux vaisseaux.
Donc, l'activation des cellules de la peau va conduire à la libération d'encore plus de CRH, ce qui va exacerber les processus inflammatoires en provoquant des dysfonctionnements de la barrière cutanée, en diminuant la mélanogénèse et en augmentant la perméabilité. Et on peut facilement rentrer dans une auto-inflammation induite par le stress. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous ai déjà un petit peu préparé, les kératinocytes et les mélanocytes sécrètent la CRH, la CTH et même le cortisol, alors que à la base, entre guillemets, hein, la CRH, donc la corticolibérine, c'est une neurohormone qui est sécrétée par l'hypothalamus et qui vient stimuler la production de la CTH, justement. La CTH, c'est la corticotrophine qui est normalement sécrétée au niveau central aussi par l'anté-hypophyse et qui va stimuler la sécrétion de cortisol par les surrénales. Et la peau va même donc sécréter du cortisol qui peut être synthétisé par les kératinocytes et les follicules pilosébacés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a l'équivalent de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien dans la peau. Et donc ce schéma aussi le retrace bien. C'est pour ça que vous en bénéficiez aujourd'hui. Alors, on a vu le lien entre l'intestin et la peau, entre le cerveau et la peau, mais j'espère que ça ne vous fait pas oublier le lien très intime qui existe entre l'intestin et le cerveau, parce que du coup, ça va nous permettre aussi de faire un petit peu le lien avec tout ça. Alors, dans la première partie du XXe siècle, ça devait être en 1930, quelque chose comme ça, il y a eu des dermatologues, donc Stokes et Pillsbury, qui ont été assez pionniers, en fait, parce qu'ils ont suggéré que l'intestin et la peau communiquent avec le cerveau. Et en effet, le microbiote intestinal va participer à la synthèse du GABA, de l'acétylcholine, de la dopamine et on le sait aussi, c'est assez connu maintenant, de la sérotonine. Et donc, ces neurotransmetteurs, ils vont pouvoir moduler la fonction de la peau à travers le système nerveux. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent avoir des effets contraires, on va voir. Ils peuvent aussi évidemment générer des effets systémiques, puisqu'ils vont pénétrer dans la circulation sanguine par l'épithélium intestinal. Et donc, par exemple, on a pu démontrer que le GABA atténue les lésions cutanées dans l'eczéma. Le GABA, il va augmenter la production d'IgE d'interleukine 4 et il va équilibrer les voies TH1 et TH2 en gardant une légère supériorité pour TH1, ce qui va diminuer les lésions cutanées. Et ce que je trouve intéressant, c'est que très souvent, chez les personnes qui souffrent d'eczéma, il y a aussi un fond d'anxiété avec un GABA qui peut être dans les chaussettes et qu'on peut retrouver et qui fait encore le lien dans notre approche globale. Mais il y a des neurotransmetteurs qui peuvent aussi avoir des effets jugés négatifs, puisque par exemple, la dopamine peut inhiber la croissance des cheveux en stimulant finalement l'induction le catabolisme à ce niveau-là. Alors, ça va être notre petite diapo de conclusion avant d'aborder les troubles cutanés. C'est une diapo que vous pouvez garder en tête. En fait, on voit vraiment que le rôle du stress est double, ça ne va pas que dans un sens. D'un côté, il va favoriser la mise en place de compensations alimentaires, par exemple, donc plutôt tourné vers, j'ai plus mon petit pointeur, plutôt tourné vers le sucre, par exemple. Le stress peut aussi fonctionner, un bon fonctionnement digestif, ce qui va entraîner une dysbiose avec toutes les conséquences qu'on a pu voir. Et puis, il peut aussi venir perturber la synthèse des neuromédiateurs communs, ce qui va amener un processus de vasodilatation, d'inflammation, d'hyperséborrhée au niveau de la peau, de troubles de la pigmentation. Et puis en même temps, eh bien, la peau et l'intestin vont communiquer par l'intermédiaire de cytokines notamment, en fonction des agents qu'ils rencontrent, mais aussi des polluants, des cosmétiques, des toxines, etc. Et sans oublier du coup ce concept finalement de neuroinflammation qui va agir au niveau du système nerveux central et favoriser le stress, la dépression, et on se retrouve encore dans une boucle infernale. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir agir par petites touches sur chacun de ces domaines pour avoir vraiment un accompagnement efficace et global. Alors, si vous me suivez toujours, on va faire un petit zoom sur deux pathologies que j'allais dire qu'on retrouve souvent en cabinet, en tout cas pour ma part, que je retrouve souvent en cabinet. Et il s'agit du psoriasis et de l'acné. Et puis, j'ai trouvé que c'était aussi très intéressant parce que le psoriasis, c'est une problématique qui répond
totalement à la vision de terrain qu'on vient de décrire. C'est une pathologie qui est hyper complexe. Il faudrait au moins 3 webinaires rien que pour le psoriasis. Mais en tout cas, il est possible d'agir en naturopathie, il est possible d'agir en micronutrition avec de bons résultats, même si il faut être patient et il faut toujours rester vigilant parce qu'il y a quand même un terrain vulnérable. Donc, même quand le symptôme a disparu, on va continuer à faire attention au stress, à l'alimentation, à l'état de l'intestin, etc. Donc, le psoriasis, c'est une maladie auto-immune systémique et une maladie auto-inflammatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retrouver une immunité activée de manière inappropriée qui pousse les cellules immunitaires à attaquer les cellules de la peau, ce qui va entraîner par la suite une augmentation des niveaux cytokines pro-inflammatoires et on va se retrouver dans cette boucle justement pro-inflammatoire. Dans le psoriasis, on a systématiquement une dysbiose cutanée et une dysbiose intestinale. Donc, plus ou moins visible dans les signes cliniques. Mais en tout cas, quand on agit dessus, on a des résultats à chaque fois, alors, en agissant aussi avec d'autres leviers. Donc, c'est intéressant de pouvoir le prendre en compte. Et notamment, on a pu mettre en évidence dans le psoriasis une diminution de certaines bactéries, comme les Faecalibacterium, les Bacteroidetes, ou encore le Archemantia mucinifila, qui sont des espèces pourtant jugées protectrices de l'intégrité de l'épithélium intestinal et des pathologies inflammatoires. Par exemple, on va avoir les Bacteroidetes qui va produire des polysaccharides qui vont activer les T-régulateurs et favoriser la réponse plutôt anti-inflammatoire. Et puis d'autres bactéries qui vont plutôt empêcher la colonisation des agents pathogènes par inhibition, donc comme Archemantia mucinifila, par exemple, ou le Ruminococcus, par exemple. La dysbiose intestinale, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va diminuer la quantité de butyrate, notamment donc des acides gras à courte chaîne, dont le butyrate fait partie, et qui sont normalement produits à partir des fibres alimentaires. Or, le butyrate, il favorise la transformation des lymphocytes naïfs en lymphocytes T régulateurs, plutôt que les lymphocytes Th17. Et donc, tout ça et les perturbations intestinales vont venir stimuler la voie Th17. Et je le rappelle, la voie Th17, c'est la voie de l'auto-immunité, ce qui va entraîner une inflammation systémique chronique de bas grade qui affecte l'état de la peau et qui va favoriser la formation de plaques psoriasis. Et d'ailleurs, justement, dans les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on a cette comorbidité connue avec le psoriasis et qui sont toutes les deux associées à la voie Th17 pro-inflammatoire. Et puis au niveau des lésions cutanées, eh bien, la dysbiose va activer les cellules dendritiques qui se mettent à sécréter des messagers chimiques, notamment l'interleukine 23, qui va favoriser la production d'autres interleukines par les lymphocytes, dont les interleukines 17. Et l'interleukine 17, il va stimuler les kératinocytes pour produire des chimiokines qui vont favoriser aussi tout un emballement immunitaire. Donc, alors retenez pas tous ces détails-là, je le donne pour ceux qui aiment aller loin dans les détails, mais on n'est pas obligé de tout retenir de ces détails. Ce qu'il faut, j'ai envie de dire, garder à l'esprit, c'est que ça va générer une réaction en chaîne et puis à la fin, on va se retrouver avec des facteurs, des cytokines qui vont favoriser d'une part la prolifération des kératinocytes qui vont donner lieu à des squames et à des lésions cutanées, et puis d'autre part, d'autres cytokines qui vont stimuler l'activité des kératinocytes et leur production de peptides antimicrobiens. Alors, dans le psoriasis, on va retrouver la psoriasine, par exemple, et c'est ce qui explique pourquoi le psoriasis s'infecte rarement, contrairement à l'eczéma. Et puis encore une nouvelle étude qui montre l'importance du microbiote et le rôle de la dysbiose dans le psoriasis, donc une étude de 2022 que je vous invite à lire, évidemment, si ça vous intéresse. Alors, le psoriasis et le stress. Donc, en fait, les lésions psoriasiques, elles surviennent à la suite d'un traumatisme extérieur ou en réponse à un stress intérieur qui va déclencher une réaction en chaîne selon l'axe neuro-immuno
endocriniens. Donc, les signaux de stress qui proviennent du système nerveux vont activer une inflammation dans la peau des personnes atteintes de psoriasis. C'est la même chose avec un traumatisme extérieur qui va impliquer aussi la libération locale de neuromédiateurs avec les mêmes effets. Donc, on va retrouver différentes voies physiologiques qui vont être impliquées, avec, dans le cas du stress, l'activation, encore une fois, de notre axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. On va remarquer une élévation chronique de la CRH dans la dépression, mais aussi d'ACTH et de cortisol. Donc, il y a vraiment un lien, comme on le voit là dans ce schéma-là, entre la dépression, l'anxiété et tout ce qui en découle jusqu'à arriver justement à ces lésions psoriasiques. Et puis, la CRH va activer aussi les voies pro-inflammatoires par l'intermédiaire de NF-κB. Et d'ailleurs, dans les biopsies des lésions psoriasiques, on a toujours un taux plus important de CRH par rapport à une peau dite normale. Donc la CRH, c'est vraiment un élément clé de l'axe cerveau-peau qui va assurer l'interaction entre le cerveau et le système de réponse à ce stress au niveau périphérique. Et puis, il ne faut pas oublier que les cytokines pro-inflammatoires, donc comme l'interleukine 6, le TNF-alpha, l'interféron gamma, par exemple, vont activer deux choses. On va avoir la voie des kynurénines qui va bloquer la synthèse de la sérotonine. Quand cette voie est activée, on a à peu près, avec de la chance, 5% de sérotonine qui est synthétisée. Alors là, je ne vais pas rentrer plus dans le détail aujourd'hui sur la voie des kynurénines. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, j'en avais parlé dans le dernier webinaire que j'avais fait aussi sur le syndrome métabolique, où là, on rentrait un petit peu plus dans le détail. Et puis, donc, je vous ai dit, la première chose, c'est que les cytokines pro-inflammatoires vont activer la voie des kynurénines, mais elles vont aussi activer l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien parce que la barrière hémato-encéphalique est perméable à l'interleukine 1, au TNF-alpha et à l'interleukine 6, et ça va venir augmenter le cortisol. Donc, on se retrouve encore une fois avec un cercle vicieux entre stress et inflammation cutanée. Et c'est pour ça que ce n'est pas évident, le psoriasis. Et que si on ne traite qu'une seule chose, eh bien, on va avoir du mal finalement à en venir à bout. C'est toujours une vision multifactorielle. Alors, l'acné maintenant. Donc, pour l'acné, on pourrait dire que c'est sensiblement la même chose. C'est-à-dire qu'on va aussi retrouver l'implication du microbiote intestinal, du microbiote cutané, et puis de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. L'acné, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une maladie de peau, vous êtes au bon endroit, qui est due à une inflammation des glandes sébacées. Les glandes sébacées, ce sont des glandes holocrines, c'est-à-dire que la sécrétion va se faire à l'intérieur du sébocyte qui va finir par se détacher et déverser sa sécrétion en mourant. Et donc le sébum, il va être constitué en majorité de lipides avec des triglycérides dont vont se nourrir d'ailleurs les micro-organismes qu'on retrouve dans le canal pilosébacé. Donc les lipases de ces bactéries vont libérer des diglycérides, des monoglycérides et aussi des acides gras libres et du glycérol. On va retrouver du squalène, qui est un lipide précurseur du cholestérol. Alors, ça signifie que plus on trouve de squalène, moins la transformation du squalène en cholestérol se fait, par exemple. Et puis, on va avoir des stérols libres et estérifiés, dont le cholestérol. Donc, la régulation de l'excrétion de la glande sébacée, elle va reposer sur 3 facteurs. On va avoir la régulation hormonale, la régulation endogène et la régulation environnementale ou exogène. Au niveau de la régulation hormonale, donc, on va retrouver une grande place pour les androgènes, les glucocorticoïdes, la progestérone, les oestrogènes, les hormones de croissance. Et en fait, on trouve beaucoup de récepteurs aux androgènes sur les sébocytes. Alors, la testostérone, c'est vraiment un élément clé de cette régulation et c'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi souvent il y a des affections cutanées aussi dans le SOPK, par exemple. Donc, la testostérone, elle est métabolisée en dihydrotestostérone, donc la DHT, par une enzyme qui s'appelle la 5-alpha-réductase. Le problème, c'est que la DHT a un effet encore plus important que la testostérone elle-même dans la synthèse des lipides par les sébocytes. Donc, on a la voie de
de la testostérone pour la production de sébum, mais on a aussi une autre voie qui est celle des hormones de croissance, comme l'insuline par exemple, comme l'IGF ou encore l'hydrocortisone qui vont agir sur la croissance des sébocytes. Donc, on va avoir la testostérone qui favorise la production et les hormones de croissance qui favorisent la croissance. C'est bête ce que je viens de dire. Bon, au niveau des facteurs endogènes, alors on va retrouver la métabolisation des acides gras tels que le cholestérol, la vitamine D ou encore les molécules de la famille des rétinoïdes, par exemple. Et puis au niveau des facteurs environnementaux, bien tout ce qui est lié à la pollution, l'exposition aux UV, l'alimentation, qui vont aussi agir sur la quantité de sébum et sa composition et sa qualité. Donc évidemment, cette sécrétion, elle varie en fonction des troubles cutanés. Donc on a vu que le sébum avait pour rôle de protéger la peau, de lubrifier le poil, etc. Mais on a découvert que son rôle ne se limitait pas seulement à ça. Puisqu'en fait, les lipides du sébum, ils peuvent même pénétrer aussi au niveau du derme. Donc là, on le voit ici, c'est marqué par cette flèche rouge. Et ils vont venir moduler la fonction des kératinocytes, des cellules immunitaires, des cellules du stroma, en modifiant leur expression génique et protéique. Donc ça, c'est pareil, c'est une découverte qui est très récente puisqu'elle date de l'année dernière. Alors, les sébocytes, ils vont être eux-mêmes capables de répondre à des messages, à des informations reçues, et puis de produire un grand nombre de cytokines et de chimiokines qui vont pouvoir jouer un rôle dans le maintien de l'immunité cutanée. Et concernant ces interactions avec le microbiote, eh bien, les lipides du sébum vont exercer des effets antimicrobiens et ils peuvent même moduler l'interaction entre les macrophages et par exemple Cutibacterium acnes, donc qui est incriminé dans l'acné. Donc il y a vraiment une interaction entre le microbiote et ces lipides, puisqu'ils peuvent être transformés par divers microbes en lipides soit aux propriétés inflammatoires ou pas, et qui vont avoir un rôle non seulement dans la pathogénèse de l'acné, mais aussi dans d'autres maladies. Et donc tout ça confirme qu'une modification de la quantité et de la qualité du sébum module les paramètres pathophysiologiques. Alors, ce schéma, il est tiré d'une étude qui met en avant l'importance aussi de la contribution des glandes sébacées et du sébum dans le maintien de l'homéostasie cutanée. Et elle démontre comment l'altération des glandes sébacées peut jouer un rôle dans la pathogénèse des maladies cutanées courantes, donc l'acné, la dermatite atopique, le psoriasis, la rosacée, et puis ici la dermatite séboréique. Voilà. Donc, dans la pathogénèse de l'acné, on a d'abord une augmentation de la production de sébum à cause de tout ce qu'on vient de voir. Ce sébum va ensuite s'accumuler avec de la kératine, puisque la kératine, elle doit être naturellement éliminée, mais elle va comme s'agglomérer en fait avec le sébum. Donc ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça va créer un terrain propice à la prolifération du Cutibacterium acnes et ça peut créer justement une inflammation locale jusqu'à même l'apparition de kystes. Et donc, dans ce cas, dans le cas de l'acné, les métabolites microbiens vont réguler différentes fonctions de la peau. Donc, on va avoir la prolifération cellulaire, le métabolisme des lipides, via des voies qui sont déséquilibrées, des voies métaboliques qui sont déséquilibrées. Et du coup, une charge glycémique élevée, par exemple, qui va être typique des repas des ados des pays développés, ou des plus grands aussi, pourquoi pas, ça va influencer le métabolisme de l'insuline, ça va déclencher la prolifération en excès des glandes sébacées, de la synthèse des lipides au niveau de la peau, et puis de l'hyperplasie des kératinocytes, c'est-à-dire qu'ils vont grandir. Et donc, cette influence serait bidirectionnelle, c'est-à-dire que la voie métabolique impliquée affecterait en retour la composition du microbiote intestinal via la barrière intestinale. D'où un possible cercle vicieux aussi via un rétrocontrôle positif de l'inflammation. Alors, au niveau des causes holistiques, je dirais, de l'acné, sans rentrer trop dans le psycho-émotionnel et tout ça, mais en tout cas, les causes physiologiques globales de l'acné, on va retrouver un foie congestionné avec un intestin paresseux, obstrué et ou poreux, un déséquilibre hormonal d'ailleurs qui est souvent en lien avec une fatigue hépatique puisque c'est le foie qui détoxifie les hormones, ou même avec une dysbiose puisque quand il y a dysbiose,
Comment dire, les bactéries vont j'arrive plus à trouver mes mots. Vont déconjuguer ce que le foie s'est embêté à conjuguer, et puis ça va refaire passer les toxines et les hormones dans le sang qui sont de nouveau actives. On va avoir aussi une déficience en prostaglandine puisqu'elle stabilise les hormones que le corps produit en utilisant un apport équilibré d'acides gras essentiels. Et sans cet équilibre, eh bien, on a plus de risques de souffrir d'un déséquilibre hormonal chronique qui va mener à l'acné. Des carences nutritionnelles, alors notamment micronutritionnelles, donc en vitamines et en minéraux surtout. L'alimentation pro-inflammatoire et les variations glycémiques, donc c'est celles qui sont vraiment exprimées là, à travers ce schéma, qui met en avant l'intérêt du régime paléo, mais voilà, on est vraiment sur l'idée d'éviter l'alimentation pro-inflammatoire, c'est-à-dire les aliments acides, acidifiants, raffinés, les graisses hydrogénées, trans, le gluten, les produits laitiers, le sucre. Et d'ailleurs, l'intérêt de diminuer le sucre est de lisser sa glycémie pour éviter justement les variations glycémiques, puisque l'excès d'insuline va favoriser la production excessive de sébum au niveau de la peau et tous les mécanismes qu'on a vus. Donc, quand on consomme des aliments avec une charge glycémique élevée, on va avoir donc ces variations glycémiques importantes dans le sang, ce qui va augmenter le niveau d'insuline. Et c'est un phénomène qui génère de nombreux troubles, même en dehors de la peau. Et je pense qu'il faut toujours y penser à la consommation de sucre et aux variations glycémiques quand on accompagne quelqu'un qui se plaint d'inconfort, même de brouillard mental, etc. C'est vraiment une piste qui est très intéressante. Et donc, dans ce cas-là, ça va conduire à une augmentation du facteur de croissance, donc IGF-1, qui va empêcher une hormone de faire son travail. Cette hormone, c'est l'IGF-BP3. On s'en fiche un peu de son nom, mais tout ça pour vous dire que c'est une hormone qui est bénéfique, qui va favoriser la mort normale des cellules cutanées, donc leur apoptose, et qui va empêcher l'obstruction des pores. Et donc l'IGF-1 vient affecter le fonctionnement de cette hormone-là. Et puis, donc, la dysbiose intestinale, alors pour ce que j'ai essayé de vous bafouiller tout à l'heure, mais au niveau justement du retour des hormones dans le sang. Et puis, il y a vraiment une corrélation de toute façon entre la dysbiose intestinale et l'acné, avec notamment la réduction de certaines espèces comme des bifidobactéries, les lactobacillus, etc. Et d'ailleurs, on a aussi souvent fait le lien entre l'hypochloridrie, par exemple, ou même le SIBO et les pathologies de la peau. Quand il y a une problématique de SIBO ou d'hypochloridrie gastrique, on va avoir les bactéries qui vont migrer vers la région distale de l'intestin grêle, puisque le péristaltisme est ralenti, parce que la digestion ne se fait pas. Enfin bref, il peut y avoir mille et une raisons. Ce qui va du coup créer des conditions propices à la dysbiose intestinale, à la croissance des bactéries au niveau du grêle, ce qui va ensuite augmenter la perméabilité intestinale et favoriser l'inflammation de la peau. Et j'en profite pour vous dire que quand on s'occupe d'un problème intestinal, quel qu'il soit, ou d'un problème à distance des intestins, donc qui est une conséquence d'un dérèglement au niveau intestinal, on prend toujours le temps d'observer la digestion haute et de la relancer si besoin. Comment va l'estomac? Comment vont le foie et le pancréas à la limite? La mastication. Est-ce que la personne est détendue quand elle mange? Parce que quand on mange dans le stress, on ne peut pas digérer. Et tout ça, ça va venir générer des dysbioses ou des inflammations intestinales à plus ou moins long terme en fonction des capacités digestives de chacun. Donc la dysbiose, elle va aussi perturber la signalisation des cytokines, qui va favoriser justement toute cette dysbiose aussi au niveau cutané. Et puis enfin, donc le stress, on l'a vu tout à l'heure, hein, mais les sébocytes vont être stimulés par la CRH pour augmenter la production de sébum et de peptides pro-inflammatoires, ce qui va entraîner la formation et l'exacerbation de l'acné, avec un effet en plus sur la digestion, évidemment, hein, comme je viens de vous le dire. Donc le stress, il est important à prendre en compte aussi. Alors classiquement, l'acné, elle commence à l'adolescence, lorsqu'il y a un changement hormonal absolument considérable qui se produit autant chez les hommes que chez les femmes. Et à ce moment-là, il va y avoir une augmentation de la production d'androgènes au niveau des surrénales et des gonades, et une augmentation locale de la production d'androgènes, donc au niveau de la peau. Dans des conditions normales, on va avoir
les androgènes principaux qui sont la DHEA, la DHEA sulfate, l'androstendione, qui sont donc les précurseurs de la testostérone et de la THT. La testostérone, je l'ai marqué T. C'était ma petite économie d'énergie. Et donc, ces hormones-là vont interagir avec le récepteur aux androgènes présents dans les cellules de la peau, donc les kératinocytes, les sébocytes, etc. Ce qui va entraîner la prolifération justement des glandes sébacées et la production de sébum. Et au niveau des lésions acnéiques, eh bien, il y a une plus grande expression du récepteur aux androgènes. Il y a aussi une plus grande expression de l'enzyme 5-alpha réductase qui convertit donc la testostérone en DHT, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'androgène le plus puissant. Et puis, on va retrouver encore une fois d'autres signaux moléculaires qui peuvent activer d'autres récepteurs des sébocytes et qui vont conduire aussi à une augmentation de la production de sébum. Donc, on va avoir l'IGF-1, par exemple, qui va induire la production de testostérone et de DHEA et favoriser la conversion, encore une fois, de la peau, au niveau de la peau, de testostérone en DHT. Donc, en fait, à chaque fois, on retrouve finalement ce lien qu'on peut faire entre les différentes pathologies et même si on prend d'angles différents, on retrouve toujours nos marqueurs. Et puis aussi un petit mot, pour que ça ne paraisse pas trop obscur, je vous ai mis le FOXO1 là. Donc en fait, l'IGF-1 stimule des récepteurs aux androgènes, mais au niveau nucléaire, grâce à un facteur de transcription, donc celui que je vous ai présenté, et son déficit va être impliqué dans la pathogénèse de l'acné, puisqu'une diminution de l'expression de FOXO1 va favoriser la lipogénèse, la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires et la prolifération des kératinocytes. Donc, il y a même quelque chose qui se passe au niveau nucléaire. On n'est pas seulement en surface. On va aborder les solutions naturelles pour toutes ces problématiques de peau. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, on parle surtout des problèmes de peau inflammatoires. Alors, il y a un arbre que j'avais pensé mettre, mais que je n'ai pas mis au final dans la présentation. Il peut y avoir effectivement différents types de problèmes de peau. Ici, on est plutôt orienté vers tout ce qui est en lien avec l'immunité et l'inflammation. Et donc, vous allez pouvoir trouver des pistes intéressantes. Alors déjà, pour prendre soin de la peau, il faut comprendre ses besoins. Donc la peau, évidemment, elle va avoir besoin d'être nettoyée pour enlever les germes nocifs, la pollution, les poussières, les salissures, tout ce qui vient s'accumuler, surtout dans l'environnement dans lequel on vit. Mais nettoyer, ça ne veut pas dire décaper, ça veut dire, on pourrait, entre guillemets, purifier dans le respect de sa propre flore microbienne, dans le respect de son film hydrolipidique, et donc avec des produits non agressifs. En Ayurveda, ils ont un adage que j'apprécie beaucoup, c'est ne mets pas sur ta peau ce que tu ne mettrais pas sur ta langue. C'est-à-dire que tout ce qu'on doit mettre normalement sur notre peau, c'est quelque chose qu'on peut manger. Ce n'est que du comestible. Donc, allez regarder vos crèmes, votre maquillage et voyez s'ils répondent à cet adage. Alors, elle a aussi besoin d'hydratation. Donc, l'hydratation, c'est quoi? C'est l'eau, évidemment, mais aussi les acides gras. Et c'est vrai qu'en naturopathie, on dit toujours l'hydratation, c'est l'eau et l'huile, en tout cas, et le gras, puisque le gras, c'est la vie. Donc, la peau, elle doit vraiment être hydratée, mais de l'intérieur surtout, parce que c'est un organe qui est vascularisé. En tout cas, au niveau du derme, évidemment. Mais justement, l'épiderme va se nourrir du derme. Et donc, la peau s'hydrate par voie sanguine. Alors, ça peut être aussi d'ajouter des apports extérieurs, hein, en apportant des matières qui vont rendre son film plus efficace pour protéger l'épiderme et tout ça. Mais l'hydratation principale, elle va se faire par l'intérieur. Bon, la protection, c'est évident, hein, le soleil, le froid, la pollution, etc. Donc là, c'est pareil, on utilise plutôt des produits adaptés. Généralement, les crèmes minérales, elles sont quand même plus adaptées on pourrait dire, au bien-être cutané. Elles se voient un petit peu plus quand on les utilise, mais en tout cas, elles ont le mérite de ne pas abîmer la peau. Et puis l'élimination, évidemment, puisque la peau, elle doit pouvoir éliminer facilement la chaleur, donc on doit pouvoir transpirer normalement facilement. Elle doit pouvoir éliminer les toxines. Alors tout ce qui est, donc les mucoses, les cristaux, enfin les surcharges, hein, qu'on connaît en naturopathie.
tout ce qui est anti-transpirant, etc., c'est assez catastrophique pour nous. Et le port de vêtements synthétiques très serrés, qui ne laissent pas respirer la peau, qui ne laissent pas non plus place au système lymphatique, c'est un petit peu plus compliqué pour nous. Donc, on va plutôt préférer des vêtements un petit peu plus amples, en coton, en lin, surtout quand il y a des problématiques de peau. Alors, je vous ai mis les axes pour vous simplifier le travail, des axes d'accompagnement. La peau, elle fait partie de ce qu'on appelle le système neuro-endocrino-immunocutané. Bon, c'est comme si, je vous balance ça comme si c'était une vérité générale. C'est un terme qui est sorti il y a finalement peu de temps, hein, en regard de toutes ces études-là. Mais en tout cas, voilà, elle a un lien intime avec l'intestin, elle a un lien intime avec le cerveau, avec le système hormonal, avec le système immunitaire. Et donc, elle va venir exprimer ce qui se passe à l'intérieur, j'ai envie de dire au sens propre comme au figuré, c'est-à-dire au niveau physiologique et au niveau psycho-émotionnel, et bien sur son écran de projection. Et au final, elle traduit souvent une surcharge et une inflammation. Donc, la prise en charge, elle va avoir un socle commun pour toutes les pathos, je rappelle, inflammatoires de la peau. Donc, l'acné, psoriasis, rosacée, eczéma, l'urticaire, les allergies. Le vitiligo aussi, donc un petit peu particulier, la dermite séborrhéique, etc. Et on va retrouver l'axe intestinal, l'axe du stress, les oméga 3, etc. On va en parler un petit peu aussi. Au niveau de l'hygiène de vie, alors, il n'y a pas du tout de lien là, parce que je vois, il y a les flèches. En fait, j'ai juste pas réussi à les enlever. Il y a pas du tout de lien. C'est juste des propositions indépendantes les unes des autres, mais qui cohabitent très bien ensemble. Mais on n'est pas sur un cercle vertueux ou vicieux d'ailleurs. Bref, donc au niveau de la gestion du stress, on peut proposer par exemple la cohérence cardiaque. Et surtout, nous, on va vérifier l'équilibre neurovégétatif, donc entre le parasympathique et l'orthosympathique. On va vérifier aussi l'équilibre des neurotransmetteurs, donc tout ce qui est dopamine, adrénaline, noradrénaline, pourquoi pas acétylcholine, le GABA, la sérotonine, etc. pour justement voir si on peut apporter des choses à ce niveau-là, parce que là, ça va vraiment dépendre de chacun. Je ne vais pas pouvoir vous donner une baguette magique, c'est vraiment à prendre en compte dans votre anamnèse. Les troubles du sommeil aussi, hein. Enfin, il est important d'avoir un sommeil de qualité pour la détox, pour le bien-être, pour tout, de toute façon. L'alimentation hypotoxique, eh bien, à ce moment-là, on va veiller à éliminer tout ce qui va surcharger la peau, tout ce qui va générer de l'inflammation ou entretenir l'inflammation, et on va aussi lui apporter ce dont elle a besoin, et ce dont les intestins ont besoin aussi. Donc évidemment, on va penser aux oméga 3 avec les petits poissons gras, les huiles riches en oméga 3. On peut partir du principe que très souvent, quand il y a une inflammation de bas grade, il y a de toute façon une carence en oméga 3. Donc on ne se trompe pas trop. Il peut aussi y avoir une carence en oméga 6, donc attention à ne pas les chasser, parce qu'on est tellement préoccupé par cet équilibre oméga 6, oméga 3, que parfois on peut même générer des carences en oméga 6, alors que ce sont des acides gras essentiels. Le tout, c'est de réussir à maintenir un équilibre en apportant les deux. Donc, je vous ai dit les oméga 3, on va aussi retrouver le zinc, par exemple, qui est autant valable pour la peau que pour les intestins, que pour l'immunité aussi, la vitamine D, la vitamine A, d'où l'importance de bien mastiquer pour libérer justement tous ces micronutriments et notamment le bêta-carotène. Si on avale notre carotte toute crue, on ne va pas pouvoir en bénéficier autant. Il y a énormément de micronutriments qui sont prisonnières des gaines de cellulose, là, des végétaux qu'on ne sait pas digérer si on ne mastique pas. Donc, quand on mastique, on va péter ces membranes, on va disloquer ces membranes et ça va nous permettre d'accéder aux micronutriments. Donc, la mastication, elle est aussi très importante pour ça. Et puis, évidemment, on va supprimer tout ce qui est pro-inflammatoire et les index glycémiques élevés, les produits laitiers, gluten, etc. Au niveau de la détox, alors c'est super intéressant de proposer une détox puisque la peau, c'est un émonctoire. Donc, si par exemple la glande sébacée dans l'acné est inflammée, c'est que les capacités de détox du foie sont dépassées. Donc, à ce moment-là, ça va sortir par la peau. Au niveau, enfin, ça va dépendre des terrains, mais en tout cas pour les terrains prédisposés. Donc, tout ce qui est lié à la sudation, la respiration de la peau, entre guillemets, ça va être important aussi. Et d'ailleurs, les acnés qu'on voit suite au port du masque, c'est clairement ça, c'est parce que la peau ne respire pas. Donc, il y a un déséquilibre qui se crée à cet endroit-là. Si je parle, oui, soins naturels pour la peau, bon, bref. Donc, l'hygiène de vie, alors, qu'est-ce qu'on va éviter? Eh bien, tout ça. Le stress, les cosmétiques non comestibles, comme je vous ai dit.
les produits laitiers et le gluten. On peut au moins commencer par éviter l'un, puis l'autre. On n'est pas obligé non plus de stresser les gens avec nos conseils alimentaires. On négocie tout. Et puis les aliments à index glycémique élevé. On s'est rendu compte que l'acné était complètement aggravé par les IGO, par les produits laitiers, par les acides gras saturés, les acides gras trans aussi, puisque ça va créer une inflammation. Et l'acné, c'est vraiment une maladie de civilisation qui est liée à la malbouffe, hein. Pardon pour le terme, mais qui est liée à une alimentation inadaptée en tout cas. Alors, des pistes de supplémentation que je vais vous présenter assez rapidement, mais c'est aussi pour vous donner des idées et parce qu'il y a aussi des protocoles, entre guillemets, enfin, j'adapte toujours à chacun, mais il y a des choses que j'utilise et qui me satisfont. Donc, j'ai voulu partager aussi avec vous. Alors, pour refaire l'intestin, on peut, par exemple, utiliser le Myriaflore, qui est un excellent complexe avec des probiotiques, alors des bactéries lactiques, on va avoir des fibres pour les acides gras à courte chaîne, on va avoir de la glutamine pour réparer la muqueuse aussi, du collagène pour la renforcer, et puis la peau aussi, hein, du coup. On va avoir du colostrum, par exemple, pour protéger la muqueuse, et tant d'autres d'éléments. Il y a vraiment beaucoup d'éléments, justement, qui vont permettre de diminuer l'inflammation au niveau intestinal, avec la glycine, par exemple, qui a aussi. Et au niveau des retours terrain, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on a en plus un lissage de la glycémie. Donc, on va aussi avoir une action à ce niveau-là. Une action aussi sur l'axe intestin-cerveau par le métabolisme de la sérotonine. Donc, celui-ci, c'est un petit peu, à mon sens, la base. Je vous ai mis à côté un autre probiotique qui peut être très intéressant si on est face à une candidose, parce que c'est vrai que bon, ce n'est pas un axe que j'ai développé beaucoup aujourd'hui, mais on peut avoir des problématiques de candidose en lien avec des problèmes de peau. Et d'ailleurs, les acnés qui sont résistantes aux traitements allopathiques habituels, tétracycline, etc., très souvent, c'est qu'il y a une candidose derrière. Donc, il faut d'abord accompagner sur ce terrain-là avant de prétendre réussir à se débarrasser des troubles de la peau. Donc, c'est pour ça que, même si je ne l'ai pas développé, j'ai quand même tenu à ce que ça figure dans le PowerPoint. Et donc, à ce moment-là, pour les candidoses, on utilise plutôt le Propioforce qui est plus adapté. On a les mêmes éléments de réparation de l'intestin, de soutien de l'intestin. C'est juste les bactéries qui vont changer et la proportion de triglycérides à chaîne moyenne issue d'huile de coco pour avoir une action plus anti-candida. Voilà. Et puis, le mycodélite qui est un assainissant et qui permet justement d'enrayer les dysbioses, d'agir sur les candidoses, sur les parasitoses, dès qu'il y a du pathogène, même en règle générale, et j'ai envie de dire pas seulement intestinal, hein, ça peut être approprié puisqu'on a des huiles essentielles, des plantes assainissantes, de la propolis, des extraits de pépins de pamplemousse, des triglycérides à chaîne moyenne d'huile de coco, donc c'est quelque chose de complet aussi qu'on peut utiliser. Alors je vous mets, pour illustrer aussi ce conseil-là, une étude qui a montré que l'administration des probiotiques par voie orale va entraîner la stabilisation de la communauté bactérienne en abaissant le pH au niveau de la lumière intestinale, ce qui va permettre de produire des bactériocines, donc des antibiotiques entre guillemets naturels qui vont permettre de favoriser une compétition saine avec les agents pathogènes pour les empêcher justement de s'installer. Donc ça peut vraiment entraîner la restauration de la composition du microbiote. Et puis évidemment, ça va agir aussi sur les voies dopaminergiques, sérotoninergiques. Ça va participer au bien-être physique et mental en réduisant l'impact sur le stress. Et puis, donc, on a des études aussi qui ont montré qu'une complémentation en lactobacilles et ou en bifidobactéries vont améliorer même le phénotype de la peau. Donc, l'usage de probiotiques, il va être hyper intéressant pour ça, mais on a aussi l'usage de prébiotiques qui va avoir un effet bénéfique, et c'est logique puisqu'on nourrit les bactéries et ça permet aussi la synthèse des acides gras à courte chaîne. Il y a plusieurs études cliniques qui ont démontré l'effet positif des probiotiques, notamment sur la réduction des lésions et de la sévérité, que ce soit de l'acné, du psoriasis, etc. Et en fait, leurs effets, ils seraient dus aussi à la capacité qu'ont les probiotiques à réduire le stress oxydatif au niveau systémique, à réguler les cytokines et à réguler les marqueurs inflammatoires. Dans le psoriasis, il y a eu des études qui ont été menées notamment avec Bifidobacterium longum lactis, enfin le longum, le lactis et le Lactobacillus rhamnosus aussi.
Voilà, ça peut, comme ça, on peut garder en tête certaines souches qui peuvent être intéressantes pour ces pathologies-là. Et puis, pour la perméabilité intestinale, on va penser à ce qu'on connaît, hein, la glutamine, le zinc, les polyphénols, vitamine A, vitamine D, etc. Alors, pour l'axe psycho-émotionnel, donc, eh bien, l'Orica nous propose de la rhodiole, qui est en complexe aussi intelligemment pensé, puisque, alors déjà, la rhodiole en elle-même, c'est une plante qui est incroyable, puisqu'elle est hyper équilibrante des neurotransmetteurs, donc dopamine, sérotonine, GABA, on agit quand même sur plusieurs axes qui sont souvent déséquilibrés dans notre société actuelle. Et puis en plus, on va retrouver dans le cap sérénité du lactium, qui est un peptide qui est très enveloppant. Ce que je dis, c'est le plaid, en fait, le lactium. C'est très enveloppant. Et pour les personnes anxieuses, il y a ce côté hyper réconfortant, coucounant, etc. Puis on va avoir tous les précurseurs, les cofacteurs. Bon, je vous laisserai découvrir tout ça. Le magnésium. Le magnésium aussi, il est super important, surtout que s'il y a une hyperperméabilité intestinale, on assimile moins de magnésium et que s'il y a du stress, on perd plus de magnésium. Donc, il faut savoir aussi que le magnésium, il est indispensable à la conversion des acides gras en acides gras anti-inflammatoires. On va parler des oméga-3 tout à l'heure, parce que la delta-6 désaturase, qui se charge de ça, a besoin de magnésium pour fonctionner. Donc ça, c'est pareil, ça peut faire partie d'un conseil de base, surtout chez quelqu'un qui est très anxieux. Alors là, je vous ai mis plusieurs idées et ce sera toujours adapté à la personne que vous avez en face de vous. On peut, par exemple, proposer d'abord des oméga-3 pour être le plus anti-inflammatoire possible et pour refaire la structure des membranes cellulaires. Donc, dans ce cas-là, on peut partir soit sur un oméga-3, donc comme ici l'oméga-3 EPA, DHA, soit sur de l'huile de krill. Pourquoi l'un et l'autre? Bon, l'oméga-3, il va avoir le mérite d'apporter des oméga-3 direct tout de suite et de permettre de remonter les taux d'oméga-3. Mais on s'est rendu compte que l'huile de krill était très, très intéressante pour remonter les taux d'oméga-3, même si elle est moins dosée en oméga-3. Ça s'explique sans doute par la présence naturelle d'antioxydants, parce qu'il y a de l'astaxanthine qui est contenue avec, mais aussi parce qu'elle est sous forme déjà prédigérée. Le foie n'a pas besoin de sécréter d'acide biliaire pour la digérer. Elle est directement assimilable. Donc, on peut y penser justement pour les personnes dont on sait qu'il y a de toute façon un défaut d'acide biliaire ou une ablation de la vésicule biliaire. Et c'est aussi une huile qui convient parfaitement au terrain sanguinopléthorique, par exemple. Comment adapter la supplémentation au terrain. Bon, la vitamine D, ça c'est un incontournable aussi, surtout s'il y a une auto-immunité. Et puis, une fois qu'on a refait la structure avec les oméga-3 et que la personne a réussi à intégrer des oméga-3 dans son assiette, dans son alimentation, on peut aussi proposer des oméga-6 qui vont être essentiels à la fonctionnalité. Donc, on va dire les oméga-3, on est plus sur la structure, c'est très schématique, hein. Et les oméga-6 plus sur la fonctionnalité et sur la beauté de la peau. Voilà. Alors oui, une étude sur l'intérêt des oméga-3. Alors c'est une présentation assez schématique des mécanismes par lesquels les acides gras essentiels influencent les principaux facteurs pathogéniques de l'acné. Donc on va avoir l'augmentation de la production de sébum, la kératinisation, l'altération de la kératinisation folliculaire, la colonisation par Cutibacterium acnes et l'inflammation. Et donc les oméga-3, les acides gras, vont agir sur chacune de ces étapes. Et vous pouvez retrouver tout le détail dans cette étude de 2020. L'active hépato, lui, il va pouvoir être utile pour la détox. Alors, c'est pareil, je vous encourage vraiment à aller voir la composition et pour l'étudier vraiment, parce qu'il y a des choses très, très intéressantes. En ce qui nous concerne, on va retrouver par exemple le romarin qui est top. Alors, pour le foie, la détox, le transit, la protection hépatique, oui, mais aussi pour les terrains allergiques. Le chardon-marie, qui est aussi top pour le foie, etc. mais qui est aussi hyper intéressant pour réguler la glycémie, donc, qui sont des facteurs importants de déstabilisation au niveau de la peau. On va avoir aussi du schizandra, top pour le foie, etc., mais aussi qui agit sur l'axe du stress.
Et puis des antioxydants, il est très, très chargé en antioxydants pour favoriser une bonne détox hépatique, mais aussi pour agir sur l'inflammation et le stress oxydatif. Et puis au niveau, on pourrait dire cure de stabilisation, comme on le dit en naturopathie, c'est-à-dire une fois qu'on a bien travaillé sur le terrain, on peut aussi apporter des compléments de confort. Alors c'est quand même plus que des compléments de confort, mais de renforcement. Voilà, on est vraiment dans la revitalisation, stabilisation. Alors évidemment, on va avoir le collagène qui permet d'entretenir les tissus conjonctifs, d'améliorer le fonctionnement de la peau. Le Kéraconcept, c'est un mélange de collagène, de kératine, et puis vous avez d'autres éléments aussi qui permettent vraiment de renourrir la peau. On peut s'en servir quand il y a des problèmes de pelade. Alors, j'en ai pas parlé parce qu'on peut pas parler de tout aujourd'hui. De pelade, qu'elle soit liée justement à un axe intestin, cerveau, peau déséquilibré ou à des suites de chocs psycho-émotionnels ou des suites de chimio, par exemple, pour favoriser aussi la repousse des fanères. Ça renforce, en plus de renforcer la peau, ça va aussi agir sur la santé, la qualité des cheveux, des ongles. Et puis le Kera Soleil, alors pour être tout à fait transparente, c'était pas quelque chose qui me parlait trop au début, et en fait j'en suis revenue parce que il est hyper intéressant pour tout ce qui est protection de la peau avant le soleil, et il y a d'énormes résultats aussi sur tout ce qui est lucite, les allergies au soleil, où finalement les personnes semblent plutôt tranquilles grâce à la prise de ce complément. Bon, après, ça, c'est juste le retour d'expérience, hein. Il n'y a pas d'études scientifiques à ma connaissance là que je peux vous présenter pour ça, mais c'est vraiment juste le retour terrain, et je pense que ça peut être intéressant d'en parler, de partager tout ça. Et voilà, ça y est. Merci de m'avoir... Merci Maëva, vraiment un grand, grand merci. Excuse-moi, je t'ai peut-être coupé, je n'avais pas mis mon casque encore. C'est bon, Ça c'est va? parfait. Très bien. Vraiment bravo, bravo, merci. C'était un exposé remarquable, vraiment captivant. Enfin voilà, très très complet, très scientifique, documenté. J'ai pas de mots, vraiment, bravo. Et merci pour le travail que tu as fait, parce que vraiment on voit que tu as fait un vrai travail de recherche et on a appris beaucoup de choses aujourd'hui, vraiment. C'est chouette. Merci beaucoup. Merci. Vous avez la lecture, donc vous aurez le PowerPoint après. Il Je y a de vous ai quoi mis faire. quelques études justement qui m'ont servi à faire le webinaire. Donc vous avez pas mal de choses, voilà, pour aller plus loin, et parce qu'on ne peut pas tout dire en 1 heure non plus, mais ça fait Tout à partie fait. de ma petite base de données. Donc, sachant que le replay va être envoyé la semaine prochaine, ainsi que la présentation en PDF, donc vous aurez accès effectivement à toutes les références scientifiques. Et d'ailleurs, il y a pas mal aussi de liens qui ont été mis dans les slides, hein. Donc, vous pourrez à chaque fois aller rechercher. Vous pouvez voilà, compléter encore ce qui a déjà été apporté. Donc, c'est vraiment chouette. Alors, on a quelques questions du coup que je vais te poser, Maëva. D'abord, j'ai Frédéric qui nous a demandé, alors j'ai noté que c'était au moment où tu parlais du lien entre la peau et le cerveau, si dans le terme stress, est-ce que tu inclus l'anxiété au niveau Oui, de... en fait, alors c'est vrai que stress, c'est un petit peu un fourre-tout, hein. Malheureusement, on a tendance à en parler très facilement. Quand je parle de stress, je parle finalement du déséquilibre des neuromédiateurs qui vont induire un état de stress, un état de déprime, un état d'anxiété. Parce qu'au final, on va se retrouver avec un déséquilibre qui va toucher la peau. Et comme on l'a vu, hein, ça va dépendre, ça peut être dopamine, GABA, sérotonine, etc. Et c'est pour ça que je vous ai présenté par exemple la rhodiole, qui est très équilibrante, même si la plante adaptogène, elle est toujours à adapter à chacun. Et pour vous aider aussi, pour trouver justement si on est plus sur de l'anxiété, si on est plus sur de la déprime, si on est plus sur une voie dopaminergique, sérotoninergique, GABAergique, etc., vous avez des questionnaires qui sont très bien faits, comme le DNS, donc dopamine, noradrénaline, sérotonine, etc., qui permettent d'être ajoutés, enfin vous pouvez les ajouter à vos anamnèses pour justement mieux situer à quel niveau est le déficit, et pour pouvoir mieux axer le conseil après, que ce soit au niveau des plantes, ou des plantes adaptogènes, ou de la micronutrition, ou au niveau de l'hygiène de vie aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Tout à fait. Alors, merci. J'ai Séverine on a Séverine qui nous demande, l'eczéma peut-il être appréhendé de la même façon que le psoriasis? Dans les solutions que tu apportes pour le psoriasis, est-ce qu'on peut l'aborder un peu de la même façon?
Oui, alors oui, dans le sens où il y a aussi une composante intestinale, une composante liée au stress, même si on n'est pas forcément dans les mêmes voies, parce que dans l'eczéma, on est plutôt en voie TH2, donc plutôt en voie allergique. Et c'est pour ça que tout ce qu'on appelle les dermatites atopiques, dont l'eczéma, se développe plutôt sur un terrain allergique. Mais effectivement, on va retrouver aussi les mêmes conseils en faisant attention au taux de vitamine D, en faisant attention à l'intestin, en voyant si on apporte des probiotiques, de la glutamine. On peut aussi penser aux oméga 3. Et donc, comme on est sur un terrain allergique, c'est intéressant aussi de voir s'il n'y a pas des allergies alimentaires qui vont favoriser l'expression de l'eczéma. Donc ça peut être une recherche supplémentaire aussi qu'on propose, quoi. Intéressant. Alors, nous avions Aurélia qui nous a posé plusieurs questions et auxquelles j'ai commencé à répondre pendant le webinaire sur la différence entre la coupe rose et la rosacée. Donc, j'ai déjà expliqué qu'effectivement, la coupe rose, c'est un stade moins avancé de la maladie. Donc, on est sur des problèmes de rougeur, des choses comme ça. La rosacée est un stade plus complexe où on va retrouver des papules, des pustules, etc. Et ensuite, donc, cette personne me demande, est-ce que si on règle la dysbiose, est-ce qu'on peut régler ce problème, en fait? Est-ce que les rougeurs et les vaisseaux dilatés peuvent disparaître? Est-ce que tu as eu des retours? Est-ce que voilà, tu peux nous faire part de ton expérience? En fait, ça, c'est pareil. Ça dépend comme tu le dis, il y a une évolution. Il y a plusieurs étapes dans la rosacée. Plus on arrive dans le lésionnel, plus c'est compliqué parce que il faut savoir que ça va créer comme des microfibroses. Et les fibroses, en fait, c'est du tissu cicatriciel. Plus on va avoir de tissu cicatriciel, plus ça va être compliqué. Là, on rentre dans la lésion. Alors après, j'aime pas dire que c'est désespéré parce que on peut être confronté à des choses parfois où on se dit waouh, on s'y attendait pas et en fait, ça fonctionne mais à 100%. Mais en tout cas, je peux pas le garantir. Par contre, il y a des choses effectivement qui viennent améliorer. On peut avoir une résorption de la rosacée. Déjà, on va éliminer tout ce qui vient aggraver la rosacée. Alors, en dehors de tout ce que j'ai dit, tout ce qui va être l'alcool, les épices, etc., tout ce qui est très, très réchauffant, ça vient aussi généralement aggraver la rosacée. Et puis, on peut donc agir sur l'intestin, agir sur la qualité des vaisseaux. C'est vrai que là, tout ce qui va être oméga 3, oméga 6, là, le krill, par exemple, c'est une super huile pour la rosacée parce qu'elle vient activer la bonne qualité des vaisseaux. On peut penser aux antioxydants, évidemment. Et on peut aussi apporter un soin local, par exemple avec de l'hydrolat, d'hélicryse pour nettoyer, ou bien de l'huile essentielle, aussi d'hélicryse qui va venir drainer toutes les messagers inflammatoires et en même temps favoriser justement cette restructuration de la peau au niveau de la rosacée. Mais il faut le faire, alors il faut s'y tenir parce que ça peut prendre un petit peu de temps quand même. Mais ça vaut le coup, quoi. Vraiment, ça vaut le coup. Il faut essayer. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Très bien. Alors, on a beaucoup de messages de remerciements, vraiment passionnants et très complets, comme toujours. Un immense merci. Merci. Il y a vraiment beaucoup de messages, vraiment de sympathie et puis vraiment, voilà, des personnes qui ont beaucoup apprécié. Et vraiment, je les rejoins. Alors, j'ai une personne qui me demande, donc Karine, des conseils spécifiques pour l'eczéma. Est-ce que, bon là, tu en as parlé tout à l'heure, hein, mais est-ce que tu aurais des conseils à donner Bonjour voilà, Karine. plus spécifiques de l'eczéma? Alors, l'eczéma, du coup, je pense que j'y ai à peu près répondu Je pense tout à la à question l'heure. d'avant. C'était la question, Ouais, non, c'était pas elle devait être Frédéric. entre les deux, tout à fait. Donc, le lien avec l'allergie, le lien avec l'anxiété aussi, qui est très importante souvent chez les personnes qui ont de l'eczéma, ou du psoriasis d'ailleurs. Mais très souvent, il y a un terrain très, très anxieux. Voilà. Et puis, sinon, non, on va pouvoir appliquer aussi. On regarde comment ça se passe au niveau de l'intestin, on regarde comment ça se passe dans la tête, et puis après, on adapte. Voilà. D'accord. Alors, Karel nous demande, le Kera-Soleil est-il pertinent pour le lupus? Ah, vas-y. Voilà, exposition au soleil est limitée au maximum. Alors, en fait, le Kera-Soleil, il va permettre d'améliorer la mélanogenèse. Donc, automatiquement, il va permettre effectivement d'éviter en fait d'avoir une réaction inflammatoire en fait au niveau de la peau. Et donc, il y aurait une protection contre les rayons UV en fait grâce à cette action en fait sur la mélanogenèse. Donc, je suppose que oui. Est-ce que Maëva, tu as des retours particuliers à nous faire par rapport à ça? Alors oui, en termes de protection,
Mais pour moi, ça ne sera pas suffisant pour la problématique de terrain. Et là, Lupus, pour ouais, la on est d'accord. problématique de terrain, effectivement, on est vraiment sur l'auto-immunité avec les conseils que j'ai donnés. Par contre, pour la protection, oui, oui, ça peut être Comme tu l'as intéressant. expliqué tout à l'heure, d'ailleurs, ces produits-là, Kera Soleil, Kera Concept, tu le proposes et collagène en troisième temps finalement. Voilà. Exactement. D'abord, on s'intéresse au terrain, on s'intéresse au foie, on s'intéresse aux intestins, on s'intéresse Mm. à l'inflammation. Et effectivement, on va être presque sur de la symptomatologie, même si on travaille quand même vraiment au niveau structurel, hein. Mais ça, on est vraiment sur la partie visible, en fait. On travaille en dernier lieu sur la peau. Mais effectivement, il y a ce traitement de fond qu'il faut absolument faire. Tout à fait. On reste des naturopathes ou même si vous êtes médecin et que vous nous suivez, si vous êtes ici, c'est que vous avez une vision holistique de la santé. Mm. Donc, effectivement, on va toujours aller rechercher ces causes. Alors, Cindy nous demande s'il y a une mauvaise assimilation des graisses, donc entre parenthèses, celles qui flottent. Y a-t-il une liaison pardon, avec la dysbiose? Et elle nous demande l'intérêt de prendre de l'huile de krill. Alors, Cindy, si j'ai bien compris, donc ce serait prendre de l'huile de krill pour une supplémentation ou pour la dysbiose? Parce que pour la dysbiose, pas forcément. Par contre, pour l'assimilation, s'il y a un manque d'assimilation, oui. Parce qu'en fait, l'huile de krill, elle est très intéressante pour ça. C'est-à-dire que quand on consomme une huile, j'ai envie de dire n'importe laquelle, sans parler du krill, quand on consomme une huile, une matière grasse, le foie, il va avoir besoin de faire de la vinaigrette avec cette huile pour vraiment générer des micro-gouttelettes pour que ce soit accessible aux enzymes. Et ensuite, on va pouvoir digérer en fait les micelles, là, les petites gouttelettes qui vont pouvoir ensuite être digérées par les enzymes et passer par la voie intestinale. Avec le krill, on s'épargne cette étape-là de vinaigrette. Donc, on passe directement à l'absorption. Donc, c'est vrai que c'est super chez toutes les personnes qui ont des problématiques digestives en lien avec le foie, en lien avec le pancréas aussi. Il y a un petit peu plus d'assimilation qui est permise par rapport à ça. Et puis voilà, après, il faut voir effectivement si ça vient plus d'un défaut d'acide gras, si ça vient plus d'une insuffisance pancréatique, pour essayer de voir quelle solution on peut Alors, avoir. effectivement, je pense que la question, c'est s'il faut prendre des oméga 3, lesquels prendre Mm. quand il y a cette problématique-là, je suppose. Alors, elle Mm. a rajouté, Cindy, avec psoriasis connue. C'est-à-dire, voilà, on traite la dysbiose et par rapport au psoriasis, le besoin d'apporter des EPA-DHA en tant que précurseur des PGE3 pour calmer l'inflammation. Dans ces cas-là, effectivement, s'il y a ce trouble-là de sel grasse, c'est qu'il y a probablement un déficit au niveau biliaire. Et dans ces cas-là, effectivement, l'huile de krill sera plus intéressante. Et effectivement, comme l'explique Maëva, parce que les EPA-DHA sont sous forme de phospholipides, en fait. Et c'est ce qui permet justement cette bien meilleure assimilation. Donc voilà, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter par rapport à ça. C'est ça. Alors, Ah, si je peux rajouter quand même une oui, petite chose, une bien toute sûr, petite chose. J'en bien avais sûr. parlé aussi, je crois, lors du webinaire sur le syndrome métabolique, où finalement, je crois que j'en ai dit un mot aussi aujourd'hui. Il y a une étude qui est assez récente aussi qui a montré que les taux d'oméga 3 remontaient plus facilement avec l'huile de krill qu'avec une supplémentation en oméga 3. Donc, on suppose que c'est effectivement parce que c'est plus facile de le digérer et puis parce qu'il y a la présence de cet antioxydant. On peut émettre peut-être une autre hypothèse qui est que le corps a peut-être plus de mal à tirer profit de ce qui est concentré. Et donc, comme dans le krill, on est avec une huile qui est très équilibrée, oméga 3, 6, 9, on va se retrouver avec quelque chose de moins concentré, de plus physiologique. Alors ça, c'est une hypothèse, hein, vraiment. J'ai pas, c'est mon cerveau, ça sort de ma tête. Je dis pas que c'est vrai, mais ça peut être une idée supplémentaire aussi. Mais sinon, vraiment, l'idée principale, c'est la présence de ce pigment naturel, la staxanthine, qui empêche l'oxydation donc des oméga 3 Absolument. et puis l'assimilation facilitée de l'huile de krill. Absolument. D'ailleurs, on pensera toujours à l'huile de krill sur les terrains oxydés. On va toujours, voilà, et on évitera de donner des huiles de poisson voilà, qui risquent de s'oxyder ensuite dans l'organisme. Alors, Isabelle nous demande, bonjour, que peut-on faire comme bilan biologique? Alors, je ne sais pas, et voilà, il faut peut-être préciser un petit peu la question, parce que bilan biologique, en tout cas au niveau de la peau, est-ce qu'il existe, alors c'est vrai que je ne connais pas trop, mais chez les laboratoires Barbier ou Zamaria ou LIMS, est-ce qu'ils proposent des bilans pour, enfin, au niveau de la peau, je ne sais pas du tout, hein, je pose des questions.
Alors, j'avoue que j'en ai jamais réalisé et c'est vrai que là, D'accord. ça me paraît tellement large. On peut réaliser Oui, des c'est ça. bilans, par exemple, pour déterminer s'il y a une allergie. Quand on a un terrain allergique et qu'on a besoin d'éliminer peut-être certains aliments Mmh. pour le temps de rééquilibrer le terrain. Les intolérances aussi. Là, je verrais plus des choses comme ça. On peut aussi, pourquoi pas, proposer un bilan en acide gras, justement, pour voir s'il y a un déséquilibre à certains niveaux. Mais de manière générale, enfin, pour moi, c'est vraiment à adapter. Oui, en dehors des bilans d'acides gras qu'on conseille peut-être plus. Bon, sinon, après, j'ai envie de dire la base, quoi, la vitamine D. On peut demander pourquoi pas vitamine D, zinc. Le sélénium aussi qui peut être intéressant et enfin, les déficits sont aussi corrélés à certaines problématiques de peau, notamment le vitiligo. Enfin, bon, là, on est encore sur autre chose, mais ça va vraiment être en fonction, encore une fois. Donc, j'ai pas de Mmh. réponse. On Bien sûr, peut, mais on peut déjà faire beaucoup de choses sans. bien sûr. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, Cindy nous donne un complément de sa question. Tu sais, c'était par rapport à l'huile de krill au psoriasis. Et donc, elle a rajouté qu'il a créé une petite alopécie. Et donc, elle nous demande quoi prendre du coup pour la combattre, pour l'alopécie. Alors, l'alopécie, on va déjà, bon, très généralement, il y a un souci en vitamine D. Bon, de toute façon, en plus, il y a un psoriasis. Parce qu'il y a un récepteur aussi à la vitamine D au niveau du follicule du cheveu. Et puis, on va regarder parfois s'il n'y a pas une carence en fer, par exemple. Donc là, on fait un bilan martial complet. C'est-à-dire que ça, c'est pareil, ça fera l'objet aussi d'un futur webcast sur le métabolisme du fer. Mais juste le fer sérique, ce ne sera pas suffisant parce que parfois, ou la ferritine, ou que sais-je, enfin, il faut vraiment le ferritine, le fer sérique, les coefficients de saturation, etc. Parce que ça permet justement de voir si on est sur une anémie carentielle ou une anémie ferriprive, mais plus largement carentielle, parce qu'on peut avoir un souci au niveau du métabolisme du fer, même en manquant d'autres éléments que le fer lui-même, ou sur une anémie inflammatoire. Et quand on a un terrain comme ça inflammatoire avec du psoriasis, on peut avoir du fer qui est séquestré par l'inflammation, et du coup, on a une carence en fer, puisque le fer ne circule plus, il est emprisonné, il est séquestré. Et à ce moment-là, si on rajoute du fer, on favorise l'inflammation. Donc, il peut y avoir une carence en fer dans l'alopécie, mais on va quand même s'assurer par bilan avant de faire quoi que ce soit, parce qu'il ne faudrait pas rajouter du fer sur un terrain qui a déjà beaucoup de fer, mais qui n'arrive pas à s'en servir parce qu'il y a trop d'inflammation. Est-ce que j'ai été claire? D'accord. Très bien. Merci. Alors, Samantha nous demande combien de temps pour la cure de Miriaflore ou Propioforce, donc en fonction du terrain, ainsi que pour le mycodélite, du fait des présences des huiles essentielles à limiter dans le temps, j'imagine, et les oméga 3. Alors, je vais peut-être commencer du coup à répondre. Miriaflore et Propioforce, donc le Propioforce, on est plutôt sur des terrains fongiques, donc candidose. En général, c'est des cures assez longues. C'est 4 à 6 mois de cure minimum pour vraiment avoir des effets intéressants et stables, stables dans le temps. Ensuite, le Miriaflore, c'est tout dépend, c'est très très variable. Quand on a vraiment une action de terrain liée à une dysbiose, parce qu'effectivement il y a des pathologies cutanées par exemple, on est également sur des cures assez longues. Lorsque on prend juste le Miriaflore suite à une antibiothérapie, mais une personne qui n'a pas de trouble particulier, qui n'a pas particulièrement de porosité intestinale, un mois de cure peut être suffisant. Donc c'est vraiment très 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 variable. Mais lorsqu'on est sur un traitement de fond, voilà, on va dire que c'est 3 à 6 mois à peu près, le Miriaflore. Le mycodélite, en effet, il y a une présence d'huile essentielle qui peut sur la durée être toxique pour le foie. Donc, on conseille normalement 15 jours, allez, maximum 3 semaines de mycodélite qui peut être pris en amont des probiotiques, des symbiotiques, ou alors en même temps, au début de la cure, mais on les espace de quelques heures. Donc, en général, les probiotiques, on va les prendre, ça dépend des thérapeutes, mais soit le matin à jeun, soit le soir au coucher. C'est intéressant aussi, parce que ça permet aux bactéries de s'implanter tranquillement la nuit sans être gênées, en fait, par le bol alimentaire. Et puis, à ce moment-là, le mycodélite, on le prendra avant le repas du midi, avant le repas du soir, pour l'espacer de quelques heures. Donc, en général, voilà, on ne dépasse pas 15 jours, 3 semaines, mais qu'on peut éventuellement reprendre. C'est-à-dire que la personne peut faire une pause, une fenêtre thérapeutique de quelques semaines et ensuite refaire une cure si besoin. Là, on est vraiment sur une action de nettoyage avec une action autant antibactérienne que antifongique. Et puis, les oméga 3, on peut le prendre sur le long cours. On est tous plus ou moins carencés en EPA, DHA, aucun problème. La seule chose, c'est que c'est un petit peu fluidifiant, sachant que l'action vraiment fluidifiante est au-delà de 3 grammes.
d'oméga 3 et chez l'Orica, même en dose intensive, on ne les dépasse pas. Donc, il y a très peu de risques, mais effectivement, une personne, par exemple, qui doit se faire opérer, dans ces cas-là, on va faire attention, on va l'arrêter une semaine ou deux avant. Mais mis à part ces situations-là, ou juste avant un accouchement, par exemple, mais juste mis à part ces situations-là, on peut prendre sur le long cours les oméga 3 sans aucun problème. Et même, il ne faut pas hésiter, hein, vraiment. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que tu as peut-être des retours de terrain, des expériences, peut-être, Maëva, que tu peux nous donner? Oui, alors j'ai envie de dire, j'ai un conseil de base. Je ne vais pas trop dire ça. Oh là là. Je vais essayer de bien m'expliquer. Quand je conseille de Miriaflore, quand il y a une problématique intestinale et notamment de porosité intestinale ou quand on est sur des troubles chroniques en lien avec l'intestin, donc comme l'eczéma, le psoriasis, j'ai tendance à conseiller une cure sur 5 mois, mais qu'on adapte toujours à la personne en fonction de sa vitalité, en fonction de ses besoins. Ça peut être 3-4 mois. Bon, 3 mois, on est vraiment dans et la personne, elle réagit très bien. Ou alors, voilà, 5-6 mois, on peut parfois augmenter. J'ai rarement eu besoin d'augmenter. En fait, je ne me souviens pas avoir eu besoin d'augmenter. Mais je conseille sur 5 mois de cette manière-là. Alors, Elodie, tu me diras si je ne fais pas de bêtises, mais en tout cas, bon, les retours sont bons, donc je continue comme ça. Mais comme je vous dis, j'adapte à chaque fois. Quand c'est comme ça, je fais une dose par jour, tous les jours, pendant 1 mois. Après, pendant 2 mois, je vais faire une dose tous les 2 jours. Et pendant les 2 mois supplémentaires, 2 doses par semaine. Et comme ça permet aussi de rééduquer l'organisme pour qu'il puisse finalement se rééquilibrer lui-même. Et on est vraiment dans l'accompagnement et pas dans on ne vient pas remplacer sa fonction, on vient vraiment l'accompagner. Et évidemment, on fait un point au bout de toute façon, ça dépend aussi. Des fois, on voit les personnes au bout d'1 mois, 2 mois, etc., 3 mois. Et donc, on refait un point à ce moment-là et on voit comment la personne réagit, comment elle se sent au niveau de l'intestin. Et puis, quand on espace, on voit tout de suite s'il y a une réaction du corps ou pas. Et du coup, s'il faut qu'on garde une dose un peu plus fréquente. Et après, c'est pareil, on peut aussi diminuer les doses, mais tout en les gardant fréquentes. Et ça permet aussi de lâcher un petit peu la main de l'organisme qui reprend son fonctionnement normal. Donc ça, c'est un petit peu ma manière de C'est procéder. très intéressant, effectivement, ce que tu nous dis. Effectivement, c'est une très bonne approche. Et d'ailleurs, j'ai pour habitude de dire qu'il y a une résilience, en fait, qui va se faire au bout d'un moment. Et le microbiote va revenir à son état initial, qui est stable à partir de l'âge entre 2 ans et demi et 3 ans et demi à peu près. Il y a cette résilience qui doit se faire. Et effectivement, le fait de diminuer comme ça progressivement, ça va permettre aussi au microbiote de retrouver, en fait, son état de biose qu'il avait à cet âge-là, dans la mesure où à cet âge-là, c'était pas, enfin, l'enfant avait un microbiote de bonne qualité. Effectivement, si c'est malheureusement un enfant qui a été nourri aux antibiotiques, qui a mangé, qui s'est nourri de sucre, du Nutella et de confiserie, et qui n'a peut-être pas été allaité, etc. Dans ces cas-là, on peut avoir un microbiote initial qui est altéré en fait dès le départ. Et chez ces personnes-là, elles peuvent avoir besoin de faire des cures de symbiotiques, de probiotiques très régulièrement. Voilà. Mais chez la majeure partie des personnes, effectivement, quand on est en dysbiose, le fait de prendre donc, le Miriaflore ou le Propioforce va permettre de ramener en état de biose, d'inhiber les bactéries pathogènes, de rapporter à un microbiote saprophyte et ensuite, effectivement, et c'est une très bonne chose, de diminuer progressivement. On va permettre à l'organisme progressivement de retrouver son microbiote initial. Tout à fait. Donc, c'est une très, très bonne façon de procéder. Alors, il est 14h47, on a bien dépassé le temps. Donc, je suis vraiment désolée pour les personnes qui n'ont pas encore eu de réponse à leurs questions. Je vous promets qu'on va vous répondre. Alors, non, demain, non, on sera samedi. Lundi, Une petite lundi ou pause. peut-être cet après-midi si on a le temps, mais peut-être que Maëva n'aura pas le temps. Donc, lundi au plus tard, on vous envoie un mail avec les réponses à vos questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Vous êtes toujours aussi nombreux et intéressés. Et vraiment, Maëva, bravo, hein, bravo pour cet exposé. C'est vrai que la peau, c'est un sujet dont on passe assez vite en formation. Finalement, on apprend l'hypoderme, le derme, l'épiderme. C'est vrai. On s'intéresse aussi au côté émonctoire, bien sûr, émonctoriel. Mais c'est vrai que c'est quand même voilà, un sujet qu'on traite assez rapidement. Et on découvre, effectivement, grâce à toutes ces recherches, que waouh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Moi, j'ai vraiment été, mais alors, fan de l'activité électrique dans les mélanocytes et les kératinocytes. C'est juste extraordinaire. Et d'ailleurs, on a envie d'en savoir plus, hein. Ça donne envie de creuser.
Il y a une personne, Christelle, je vais répondre très rapidement à sa question. Pourrait-on avoir prochainement un webinaire sur le vitiligo? Maëva, voilà, je te pose la Bah, question. pourquoi pas, parce que j'ai vu la question, je me suis dit là, c'est Lorica aussi qui C'est ça, décide. c'est ça. Alors, effectivement, on est obligé, bon, ben voilà, de faire des choix, hein. On ne peut pas parler de tous les sujets. On fait que 3-4 webinaires par an, donc bon, bah, on est un petit peu limité. Mais pourquoi pas? On se note dans un coin de la tête. Je suis sûre que Maëva aura 1000 choses à nous dire Mais oui, sur le et après, vitiligo. alors sur le vitiligo, on peut aussi appliquer ce qu'on a vu aujourd'hui. On pense aussi au sélénium. Et là, enfin, juste, je prends une petite minute Bien encore, sûr, bien mais sûr. dans le vitiligo, donc on est aussi sur une maladie auto-inflammatoire, auto-immune, un petit peu comme le psoriasis, mais qui va se manifester différemment parce que c'est une maladie qui évolue aussi par poussée. Et en fait, dans le cas du vitiligo, c'est le mélanocyte qui va se détacher de la lame basale. Et donc là, c'est pareil, on va retrouver aussi des facteurs déclenchants, le stress, l'anxiété. Et il y a aussi des problèmes du frottement. Donc là, il faut vraiment faire attention. On ne frotte pas la peau où il y a du vitiligo parce que ça va venir augmenter ça. Et puis, comme souvent dans le vitiligo, il y a un stress oxydatif qui est très, très, très important, on peut retrouver un dysfonctionnement au niveau des mitochondries. Et ça, c'est vrai que du coup, j'en ai pas parlé aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, on pourra aussi penser à apporter tous les éléments nécessaires pour le bon fonctionnement des mitochondries, et donc notamment la coenzyme Q10, superoxyde dismutase, le glutathion, sélénium, le sélénium plus pour le vitiligo. D'ailleurs, il y a eu des travaux de Sabine Béchaud qui sont très intéressants à ce sujet, où avec des crèmes aussi enrichies au sélénium, elle arrive à avoir de superbes résultats. Donc, c'est pareil, c'est une référence, c'est une dermatologue référente dans la matière. Voilà. Pour Donc, la tu aurais petite- plein de choses à dire. Ouais. Bien, merci pour tout, vraiment. Merci à tous pour votre présence. C'est toujours très, très plaisant bah, voilà, de vous voir toujours aussi nombreux, avec des questions toujours très pertinentes. Et puis alors, vraiment, merci Maëva, parce que tu es l'intervenante la plus régulière chez Lorica. Mais c'est vrai qu'il y a une telle qualité dans tes exposés que bah, voilà, on n'hésite pas à faire appel à toi, parce que vraiment, c'est chouette. Et puis avec sourire, dynamisme, on adore. Oh, merci beaucoup. Voilà. C'est toujours avec plaisir. Toujours, Bien, toujours. merci à tous, vraiment. Et je vous dis à très bientôt. Donc, vous recevez la semaine prochaine par mail le replay, le webinaire, pardon, le replay du webinaire et la présentation. Si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas eu le temps de poser, vous me l'envoyez par mail. Vous avez mon mail dans l'invitation, donc surtout n'hésitez pas et puis on y répondra rapidement. Merci à tous, à très bientôt. À bientôt.